Au menu cette semaine, on fait le tour de la Finlande et de l'espoir le plus polarisant du prochain repêchage. Surprise de taille pour un Québécois lors du camp d'entraînement d'équipe Canada Junior. Et on s'entretient avec l'entraîneur des Saguenay, Yannick Jean. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. 14 décembre 2021, Anthony Desaulniers et Martin Thériault qui sont avec vous pour une autre édition du podcast La Relève Marty. Les podcasts s'enchaînent, le contenu s'arrête pas, ça déborde encore une fois cette semaine. On a un podcast extrêmement chargé pour vous à la maison. J'espère que vous êtes bien assis parce que d'après moi, on a pas mal de stock à vous dire, mon ami. On a pas mal de stock, puis écoutez, depuis qu'on a ranché nos micros la semaine dernière, là, j'avais vraiment hâte de revenir parce que, selon moi, le contenu qu'on a cette semaine, c'est peut-être, sans rien enlever aux autres ligues qu'on a couvertes depuis environ un mois et demi, là, je trouve que la ligue qu'on va couvrir aujourd'hui, puis je vais te laisser la présenter, c'est la plus intéressante du lot. Il y a tellement de débats, c'est tellement polarisant. Moi, je trouve ça intéressant pour vrai. Là, j'ai bien hâte de vous en parler. Ouais, puis comme je le disais dans mon intro, évidemment, on va parler de la Finlande. Puis les Finlandais, honnêtement, sont pas mal au sommet du repêchage. Et comme tu l'as dit, Marty, ce sont des joueurs extrêmement polarisants, des joueurs que la plupart des recruteurs, autant les amateurs que les professionnels, ne s'entendent pas nécessairement. Et tout ça, ça commence avec un des joueurs qui divise le plus, Joachim Kemell. Et on ne se fera pas de cachette, Marty, je le sais que tu adores Joachim Kemell, c'est un joueur que tu as en haute estime. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Sur certaines listes, je le vois deuxième, troisième. Sur d'autres listes, il est exclu du top 10. Essaye de me faire un peu le portrait le plus fidèlement possible du joueur Joachim Kemell pour que les gens à la maison soient en mesure de se faire une meilleure idée qui il est. Mais je te dirais même que j'ai vu le fameux Grant McCagg de Recruit, l'ont premier dans leur liste. Ils l'ont devant Shane Wright. Donc, c'est pour dire à quel point, et autant nos amis de Tout sur le hockey, qu'on salue et qu'on adore, là, je sais qu'ils nous écoutent de temps en temps, eux, il y en a certains qui l'ont en dehors du top 10. Ça démontre à quel point c'est super polarisant. Autant tu as quelqu'un qui l'a premier, autant tu as des gens qui l'ont hors du top 10. C'est fou, là, c'est incroyable, tu sais. Mais pour expliquer un peu la raison, puis c'est facilement compréhensible pourquoi il polarise autant. Joachim Kemell, c'est que lorsque tu le regardes sur une patinoire, il est bourré de talent. Au niveau offensif, là, c'est incroyable. Il voit super bien le jeu. De temps en temps, il a tendance à prendre des décisions égoïstes, si on veut, là, garder un rondelle peut-être un peu trop longtemps, puis il décoche des lancers au filet plutôt que de remettre à ses coéquipiers, alors que c'est pas vraiment une option de passe là, qu'il a dans le moment présent. T'sais. Ça, c'est peut-être un défaut. Mais ce que je veux dire, c'est que le talent offensif lui sort par les oreilles. Il a d'excellentes mains, super, super créatif. Un lancer très, très dévastateur, surtout en avantage numérique. Et on le sait, là, la raison pour laquelle Joachim Kemell a monté beaucoup dans les listes et qui a un gros statut, ben, c'est ses statistiques en Liga finlandaise, on ne se le cachera pas. Avant de se blesser pendant environ un mois, ben, il était premier pointeur de la Liga finlandaise. On s'entend, là, un joueur de 17 ans qui mène la Liga finlandaise pour les points, c'est tout simplement renversant. Là, on rivalise avec des saisons comme celle d'Alexander Barkov. Là. Alexander Barkov, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'il fait dans la LNH. C'est un des meilleurs joueurs tout simplement au monde. Donc, c'est incroyable de voir qu'il est capable de faire présentement ses 18 points en 21 matchs. Donc, c'est impressionnant. Comme je t'ai dit, vraiment beaucoup de la dynamite sur le plan offensif. Puis moi, personnellement, c'est pour ça que je le montre haut dans mes listes. C'est pour ça que j'ai peut-être moins peur que d'autres à son sujet. C'est que je trouve qu'il travaille quand même assez fort également. C'est pas quelqu'un qui perd beaucoup de batailles. C'est pas quelqu'un qui se fait tasser facilement parce qu'il manque de force physique. Parfois, tu pourrais te dire, OK, il n'est pas très gros, il perd ses batailles, ça ne va pas se transposer dans la LNH, mais moi, je trouve que c'est le contraire. Il est super engagé, il est quand même tenace. Puis, petite anecdote, là, parce que dans le fond, comme j'ai dit, il s'est blessé. Et je suis allé voir le match où il s'est blessé. Et la séquence, c'est qu'il y a une grosse mise en échec en plein centre de la patinoire. Là, est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est l'épaule? Je ne suis pas ici pour spéculer là-dessus. Mais disons qu'il y a eu un pas de contact au haut du corps et il s'est relevé sur le coup, mais après 3, 4 ou 5 secondes, là, tu vois qu'il était vraiment sonné. Puis on ne l'a pas revu du match par la suite. Mais tout
ça pour dire que par rapport au contact, le joueur était beaucoup plus gros que lui. On parle de la Liga finlandaise, on parle quand même d'hommes, de joueurs professionnels qui ont parfois une trentaine d'années, tu sais. Et honnêtement, c'est Kemel qui l'a pas mal plus frappé quand même assez solidement. Et on parle d'un joueur de 17 ans quand même. Donc ça, c'est surprenant. Si tu regardes son gabarit, là, il est pas très gros, mais il est quand même capable de se démarquer. Puis, tu sais, c'est 5 pieds 10 pouces, 160 livres. Mais malgré tout, je le trouve assez tenace. La grosse raison pour laquelle les gens j'ai l'impression du moins, là, ne l'adorent pas vraiment. Premièrement, la majorité de ses points sont en avantage numérique. Ça, c'est un. Et là, tu peux dire, OK, à 5 contre 5, est-ce que ça va se transposer? Je ne suis pas certain. Moi, je pense qu'il est très, très bon, parce que justement, il a un très bon niveau d'habileté, capable de manœuvrer autour des joueurs avec vraiment une belle fluidité. Et c'est pas en Liga, moi, que j'ai découvert Joachim Kemel. Lors de cet été, il a joué des matchs préparatoires avec l'équipe finlandaise des moins de 20 ans, le fameux, je ne me trompe pas, il était au showcase, lui, là, avec l'équipe américaine. Et il m'avait sauté au jeu. Je fais, coudonc, il est. Bon, tu vois qu'il y a des choses à travailler. Il n'est pas parfait parce que c'est normal, il joue avec les moins de 20 ans, il y a 17. Mais j'étais comme, il a un bon talent, il a des bonnes habiletés. OK, je vais le placer top 10. Puis ça se pourrait très bien qu'il monte pas mal dans mes listes s'il s'améliore au fur et à mesure de la saison. Ça n'a pas été très, très long que je l'ai monté. Je l'ai monté pas mal dans mes listes. Là. Donc, c'est pour te faire un portrait. Les gens, pour la raison pour laquelle ils ne l'aiment pas, je pense, c'est justement, peut-être qu'à 5 contre 5, il ne produit pas autant qu'il le voudrait. Et deuxièmement, c'est certain que son jeu défensif, ça laisse un peu plus à désirer. Comme il prend beaucoup de risques, comme il est très créatif, par moment, puis comme je t'ai dit, il a tendance peut-être à garder la rondelle un peu trop longtemps de temps en temps. Malheureusement, ça peut donner des revirements de temps en temps. C'est ça que tu dis. Quand tu dis créatif, c'est pas nécessairement créatif en se servant de ses coéquipiers. Je trouve que c'est un joueur qui va souvent y aller. Pas souvent. C'est un joueur qui, à l'occasion, va y aller peut-être d'une feinte ou d'une manœuvre individuelle, alors que parfois, un coéquipier aurait pu être mieux placé, que le jeu aurait pu progresser d'une autre façon. Moi, je trouve que ça, c'est un bémol dans son jeu. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Marty? Oui, en tout cas, lors des derniers matchs, je pense que ça a clairement ressorti. Là. Moi, comme je te dis, les différents matchs que j'ai vus, mais tu sais, dans une équipe de hockey, tu vas avoir besoin de tout. Tu as besoin de passeurs, tu as besoin de marqueurs, tu as besoin de gars créatifs, tu as besoin d'un peu de tout. Et moi, c'est pour ça que je me dis, OK, Joachim Kemel, je comprends. Premièrement, c'est un ailier. C'est certain que tu aimes toujours mieux avoir un joueur de centre. C'est par là que tu bâtis ton équipe d'abord. Ça, je suis complètement d'accord. Je comprends que ce serait bien de le. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 17 ans aussi. Là, il y a un petit peu d'égoïsme, si tu veux, là, pour avoir entendu des échos de comment il peut être. Les gens ont le sens en lui parlant qu'il est un peu, justement, c'est ça, il est égoïste un petit peu. Mais il y a 17 ans aussi. Je pense que c'est des choses qu'il peut améliorer. S'il est repêché par une équipe de la LNH, par exemple, là, Dieu sait ce qu'il va jouer l'an prochain, je ne le sais pas, là. Mais peu importe l'endroit où on va le faire jouer, je pense que là, il y a une équipe qui va l'encadrer, qui va travailler avec lui. Tu sais, dans la LNH, là, il y en a des joueurs qui gardent la rondelle trop longtemps et qui ne savent pas de ses coéquipiers. Mais c'est plutôt rare. Tu sais, des mangeurs de rondelles, si on veut. Là. Ouais. Dans la LNH, il y en a qui gardent la rondelle plus longtemps que d'autres. Mais je te dirais que tu ne peux pas vraiment faire ça dans la LNH parce que tu le sais comme moi, il y a tellement. Des joueurs étudient tellement des vidéos, etc., que si on repère tout de suite que le gars a tendance à garder beaucoup trop la rondelle pour lui, écoute, tu sais très bien qu'est-ce que ça va faire. On va s'en aller peut-être même à 2 joueurs sur lui. Il va perdre la rondelle et ça va partir de l'autre côté. Mais moi, le pari que je fais, ça demeure un joueur de 17 ans. C'est sûr qu'il y a des choses à travailler. Même chose sur le plan défensif. Moi, je pense que le jeu défensif est pas mal plus facile à travailler que de travailler un lancer, travailler un sens offensif, trouver des moyens de battre un gardien de but. Et ça, honnêtement, il est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Je peux même dire qu'il est meilleur que Shane. Sur le plan offensif, je pense qu'il est même meilleur que Shane Wright. Maintenant, Shane Wright en offre beaucoup plus dans les deux sens de la patinoire et c'est pour ça que je garde Shane Wright quand même premier. Ben oui. Mais tu n'as pas le choix de reconnaître que Joachim Kemel a du talent offensif. Moi, c'est pour ça que le côté... Comme tu dis, là, il n'utilise peut-être pas ses coéquipiers. Oui, c'est peut-être inquiétant, puis j'exclus pas le fait qu'il va peut-être descendre dans mes listes aussi.
Le championnat mondial de hockey junior va en montrer beaucoup dans son cas. Est-ce qu'il va être capable de produire dans un autre environnement contre des joueurs moins bons? Bien là, je pense qu'on va en avoir une bonne idée, puis ça va influencer beaucoup. Ouais, puis Marky, tu le sais, il y a bien des gens à la maison qui ne suivent pas les prospects de l'année. Arrive le temps du repêchage, le Canadien sélectionne un joueur, et là, tout de suite, on se dirige sur HockeyDB, on va voir ses statistiques. Et c'est là qu'il faut toujours apporter certains bémols, parce que les statistiques ne font pas foi de tout. Autant Joachim Kemell a d'excellents chiffres, ça ne fait pas foi de tout dans sa game. C'est la même chose pour son coéquipier Brad Lambert. Je regarde ses chiffres au moment où on se parle. Il n'a que 6 petits points dans la Liga. Pourtant, c'est un bien meilleur joueur. Il ne sortira pas deuxième ronde, Brad Lambert, parce qu'il n'a pas les chiffres en ce moment dans la Liga. Cependant, ça reste que pour le moment, ce n'est pas un joueur qui est capable de produire. Est-ce que toi, ça te fait peur de voir que la production offensive de Brad Lambert est à ce point anémique cette saison? Bien, je vais te dire une chose, désolé. Moi, ce que j'ai vu, là, j'ai l'impression que je vais me répéter aujourd'hui, là, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de voir le championnat mondial de hockey junior pour lui. Écoute, pour préparer cet épisode-là, j'ai quand même regardé 2 ou 3 matchs de Lambert. J'en ai vu un avec la formation. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé, là, Joachim Kemell avait été invité pour le tournoi des 4 nations U20. Ce que Brad Lambert n'avait pas reçu comme invitation. C'est ça. Mais finalement, en raison de la blessure à Kemell, Lambert a finalement disputé 2 matchs. Ça, c'est la grosse nouvelle dans le cas de ce tournoi-là. Donc, il a joué 2 matchs. Et non seulement il a joué 2 matchs, mais au sein du premier trio avec Ronnie Hirvonen et Aatu Räty, le fameux Aatu Räty qui a descendu énormément dans les listes l'an dernier, mais qui a une excellente saison présentement en Liga. Et honnêtement, bon, tu regardes ses statistiques, il n'y a pas eu de points. Sauf que le match que j'ai regardé contre la Suède, il n'a pas obtenu de points, mais ses 2 partenaires de trio ont obtenu des points. Si je ne me trompe pas, Räty a eu 2 buts. Et honnêtement, Lambert a été très bon. Là. Il s'est signalé. Défensivement, il n'y a pas de problème. Ce joueur-là est incroyable. Il se place super bien. En anglais, on va dire le total package. Lui, il l'a. C'est un centre complet. Là. Il est capable autant de bien positionner offensivement que de se replier pour aider ses défenseurs. C'est sûr que c'est le genre de joueur de centre que les défenseurs adorent jouer avec. Ouais, mais là, tu parles de centre, puis il a commencé la saison au centre. Je l'ai déjà dit, je pensais qu'on essayait de l'acclimater à la position de centre. Mais là, c'est drôle, dernièrement, il joue à l'aile. Et avec l'équipe des moins de 20 ans, a joué à l'aile également. C'était Räty le centre. Okay. Hirvonen et Lambert étaient les ailiers. Est-ce qu'on a tenté une expérience, ce ne sera pas fructueux, ça va devenir peut-être davantage un ailier dans la LNH? Peut-être, ça, on verra. On verra comment la saison va évoluer. Mais tout ça pour revenir à ce match-là, c'est que Lambert, j'ai aimé son match. J'ai vraiment aimé. Il se positionnait bien en défense, très bon en transition parce qu'il a un excellent coup de patin et en plus, il a un bon gabarit. Il est assez gros, donc on peut bien protéger la rondelle. Mais également, il a montré des jeux offensifs dans ce match-là. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Il a été très, très bon au niveau de la vision de jeu. Il alimentait beaucoup ses coéquipiers, des passes quand même difficiles à effectuer. Ça m'a rassuré. J'ai fait « OK, ça, c'est intéressant ». J'ai regardé les matchs en Liga par la suite et ça m'a énormément déçu. Le côté offensif, je ne l'ai pas vu du tout. Le côté défensif, ça allait. Il se repliait très bien. Il y avait un gros coup de patin. Et là, d'ailleurs, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que Joachim Kemell, depuis son retour au jeu, là, ça, c'est le gros bémol, ça va pas très bien. Il a été blanchi en 5 matchs et il est moins 6. Si je te dis ça comme ça, tu dis « OK, c'est vraiment atroce. » Je vais reprendre un terme que j'ai vu, les hockey DBE vont dire « OK, c'est épouvantable, c'est dégueulasse. » Je pense qu'il n'est pas tout à fait remis à 100% de sa blessure, tu vois. Je trouve qu'au niveau des habiletés, il est peut-être un peu plus gêné. Puis je trouve qu'il manque de... Il y a quelque chose qui manque au niveau de son lancer dans la vélocité. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. J'ai peut-être vu des séquences où il n'a peut-être pas placé son lancer de la bonne façon, peut-être pas utilisé sa bonne technique, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Ça va être à suivre. Si ça perdure, on n'aura pas le choix de réévaluer notre évaluation. Mais bon, pour revenir à tout ça, c'est que Kemell, lors des derniers matchs, son temps de jeu a diminué et ne joue plus sur le premier trio. Alors que Lambert, lui, a été promu sur le premier trio en tant qu'ailier. Là, la grosse chose à considérer, comme je viens de te dire, je l'ai trouvé très bon avec les moins de 20 ans. Je le trouve vraiment, vraiment ordinaire avec son équipe de Liga.
Et c'est là que ça m'amène à te parler de l'équipe dans laquelle, et ça vaut pour Kemmel et ça vaut pour Lambert également, là, les deux jouent pour le Yip de Jyväskylä. Cette équipe-là, présentement, est dans les bas-fonds de la Liga finlandaise. C'est une des pires équipes. Pour avoir regardé, c'est quand même quelques matchs du Yip de Jyväskylä que je regarde. Là, je n'ai peut-être vu une dizaine. Là. C'est dommage, mais c'est pas une bonne équipe. C'est une équipe qui manque de talent. Oui, ils ont des joueurs. Ils ont un joueur canadien qui s'appelle Reid Gardiner, par exemple. Donc, les joueurs importés, tu pourrais dire, OK, ça va vraiment apporter un plus à l'équipe. Mais la vérité, c'est que cette équipe-là en arrache beaucoup. Est-ce que ça peut expliquer un petit peu pourquoi Kemmel à 5 contre 5 et Lambert, en général, ont de la difficulté sur le plan offensif? Plus ça va, plus je me dis que c'est le cas. Parce que là, je regarde Lambert, il a été très bon avec les moins de 20 ans. Et là, c'est pour ça que je te dis que j'ai hâte de voir le championnat mondial junior. Parce que là, s'il se présente là et qu'il est tout feu, tout flamme et qu'il domine complètement, ben là, tu n'as pas le choix de dire OK, Lambert, c'est un espoir spécial. C'est assurément un top 5. Il y a tellement de qualité dans son jeu au niveau défensif. Peut-être que tu le places devant un Kemmel parce qu'il est plus sûr. Et peut-être la même chose pour Kemmel. C'est pour ça que je dis que ça va être intéressant parce qu'ils vont sortir du exact. De leur cocon d'équipe un peu plus médiocre. Puis je suis content que tu dises ça, Marty, parce que quand tu regardes les aptitudes plus individuelles de Lambert, tu le vois qu'il a des bonnes mains, tu le vois qu'il est capable d'effectuer des entrées de zone en contrôle avec la vitesse. Mais quand c'est le temps d'impliquer ses coéquipiers, quand il place la rondelle à un certain endroit pour que son coéquipier va la chercher, des fois, le jeu a été mal compris. Donc là, on voit que parfois, les jeux avortent, il n'est pas capable nécessairement de créer des points, mais ce n'est pas toujours 100% de sa faute. Fait que ça, je trouve ça important que tu le soulignes. Non, ben c'est ça. Puis je reviens même à Kemmel. Je trouve qu'un des problèmes, c'est que les matchs où il était très bon, la rondelle, puis comme je t'ai dit, sa qualité, c'est en avantage numérique, il se positionne à gauche et il y a un tir canon, là. Mais la rondelle se rendait vers lui en avantage numérique. Il avait l'occasion de décocher son fameux lancer et de marquer des buts ou créer de l'attaque. Là, le problème de ce que j'ai constaté, j'ai vu 2 matchs depuis son retour. La rondelle ne se rendait pas. Ça s'est rendu de temps en temps, là, mais pas au même rythme qu'il avait avant sa blessure. Donc, oui, il a ralenti sur certains points, mais de l'autre côté, je trouve que c'est... Puis même surtout à 5 contre 5, là, je trouve que ses coéquipiers, disons, ne l'aident pas beaucoup. Là. Il n'y a pas un joueur qui va comme tirer un peu le club vers lui. Tu sais, j'ai ressorti les statistiques de Jyväskylä. Tu sais, malgré la blessure à Kemmel est à 2 points du meilleur pointeur. Le meilleur pointeur, c'est un défenseur. C'est l'espoir des Hurricanes de la Caroline, là, Anthony Honka. Et si le deuxième est Kemmel, je vais au troisième, c'est 17 points, 29 matchs. Ça, c'est le troisième pointeur. C'est le deuxième meilleur attaquant. Je veux dire... C'est pas terrible, disons. Ça peut expliquer un peu. Là. Je te comprends. Puis je suis curieux de t'entendre parce que je le sais qu'on est encore très tôt dans la saison, mais au moment où on se parle, est-ce que pour toi, Brad Lambert, c'est un joueur top 10 sur ta liste? Assurément. Comme je te dis, il est très rapide. Il m'a montré quand même des choses au niveau de sa vision de jeu. Chose que je n'avais pas vraiment vu avant. Je me souvenais qu'il avait un très bon lancer. Je trouve qu'il ne l'utilise pas vraiment cette année. Ça me fait penser un peu à Anton Lundell sur un certain point. Anton Lundell avait un très, très, très bon lancer quand il avait 15 ou 16 ans. Puis là, il est dans l'LNH. Il a encore son lancer, mais il est davantage reconnu pour être un excellent joueur dans les deux sens de la patinoire. Et là, c'est drôle parce que Lambert, on dirait qu'il se développe un peu de la même façon. Mais tout ça pour te dire, défensivement, il est très solide. Il a un excellent coup de patin. Et là, en plus, il montre un peu du talent de fabricant de jeu. T'es assuré au moins d'avoir quelqu'un, en théorie, qui va jouer dans le top 6. Maintenant, est-ce que ça va devenir une super vedette dans la LNH ou tout simplement un joueur de deuxième trio qui obtient une quarantaine ou une cinquantaine de points et pas plus? C'est ce qu'il faut surveiller. Mais niveau du top 10, si tu regardes les gars qui sont à peu près dans cette catégorie-là, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu Ivan Miroshnichenko, mais semble-t-il que c'est difficile dernièrement. Donc, lui... Donc, là, je veux dire, est-ce que Lambert passe devant lui? Peut-être. Tu as un Danila Yurov qui lui, c'est le contraire, a été bon, mais pas beaucoup de temps de jeu en KHL. Donc, ça peut jouer aussi. David Girichek, lui aussi, très polarisant, on en reparlera. Simon Nemec est un peu dans... Tu sais, je comprends ce que je veux dire, ce sont tous des gars avec des qualités, mais des points d'interrogation en même temps. Donc, tu sais...
Oui, puis ce qui est plate dans le cas de Miroshnichenko, c'est que les Russes ne l'ont pas sélectionné pour l'équipe de la Russie au championnat mondial junior. Donc, on ne pourra pas le voir évoluer dans ce tournoi-là. Ils n'ont plus de l'évaluer par la suite. Ce qui sera heureusement le cas pour Joachim Kemmel et Brad Lambert. Puis je pense qu'à ce niveau-là, ça va donner bien des réponses à bien des gens pour ces deux espoirs-là, parce que, comme tu l'as mentionné déjà à plusieurs reprises depuis le début du podcast, ils pourront évoluer avec des joueurs un peu plus talentueux qu'avec leur équipe actuelle. Exactement. Si les deux joueurs qu'on vient de mentionner vont être au championnat mondial pour la Finlande, c'est le cas aussi de Juraj Slafkovský, qui lui va représenter les Slovaques. Il joue tout de même en Finlande, mais il sera du tournoi pendant le tournoi des fêtes. Lui aussi, Marty, ça devrait être un joueur qui sort top 10. Je pensais que tu allais me dire qu'elle allait être une force majeure pour l'équipe finlandaise, comme j'ai pu voir sur d'autres sites. J'étais certain qu'on allait là. Non, quand même pas. J'ai fait mes devoirs. OK, non, c'est bon. Mais au moins, je sais quel site tu n'as pas regardé, en tout cas. Mais oui, tu sais, je veux dire, Slafkovský, moi, dans ma tête, va sortir top 10. C'est un gros bonhomme. Le gars fait 6 et 4, 2,25. Autant je le trouve tannant devant le filet, c'est quand même quelqu'un qui est capable d'aller dans le trafic, il n'a pas peur de bousculer, il n'a pas peur de voler la vue du gardien de but. C'est pas un joueur que je qualifierais d'attaquant de puissance. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire, Marty? Ouais, dans le sens que c'est pas un gars super physique, c'est un peu ça que tu veux dire, dans le sens qu'il est pas super physique. Exact, c'est pas un train qui va aller donner des mises en échec, qui va foncer au filet. Je trouve que pour son gabarit, je trouve qu'il a quand même un bon coup de patin. Je trouve qu'il a quand même certaines aptitudes. Il a des bonnes mains. Il est capable d'alimenter ses coéquipiers. Je trouve qu'il y a plus d'un skill set d'un joueur plus petit. Pas un skill set qu'on retrouve nécessairement chez un joueur de 6 et 4, 2,25. C'est plus ça que je veux mentionner. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Un peu à la... tu sais, Kirby Dack, c'est un peu ça. Kirby Dack, c'est un gars qui est très gros, 6 pieds 4, mais c'est pas un gars super physique. C'est même peut-être un défaut. Tu regardes simplement ses mensurations, tu te dis, OK, il frappe comme un train. Ben non, pas du tout. Même, il y a peut-être de la misère à ce niveau-là. C'est un peu ça que tu veux dire, dans le fond. Exact, c'est exactement ça. Ouais. Oui, t'as pas tort, je te dirais. En même temps, je trouve que c'est drôle parce que le premier match que j'avais vu de Juraj Slafkovský, je m'étais dit, OK, je trouve qu'il manque d'intensité. Puis là, après ça, j'étais allé lire des commentaires à gauche et à droite, puis on disait, ah non, il est très, 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 très énergique et travaillant. Donc, OK, je vais retourner le voir. Puis finalement, oui, j'avais complètement tort le premier match que je l'ai regardé. J'avais complètement tort. Il est super énergique, toujours tenace, toujours le nez dans le trafic. Comme tu dis, pas le gars super physique qui va frapper sans relâche, mais quelqu'un qui met de la pression. Tu sais, je le dis souvent, tu n'es pas obligé de sortir la grosse mise en échec pour blesser l'adversaire absolument, comme Jacob Trouba fait depuis une semaine ou deux. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si tu fais simplement séparer la rondelle du porteur, si tu mets simplement une bonne pression physique, tu ressors de là avec la rondelle, ça fait le même travail. Tu récupères la rondelle, ton équipe demeure en zone adverse et tu peux créer pas mal plus de chances de marquer. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, Slafkovský, son énergie est bonne. Il est capable de récupérer des rondelles. Ça, j'aime ça aussi. Et il la protège bien par la suite aussi. Quand il en prend possession, il se sert bien de son gabarit justement pour la garder en sécurité sur sa palette. Ce qui est aussi un avantage dans sa game. Ouais, ben c'est ça exactement. Il est très bon en protection de rondelle, peut ressortir. T'sais, il a souvent tendance, lorsqu'il récupère la rondelle, à tout de suite couper. Il va couper, mettons, du haut des sacs ou des mises au jeu, va couper vers le centre, puis il a tellement un excellent lancer que par la suite, se sert beaucoup de son lancer, il décoche, puis c'est incroyable. Moi, je te dirais par contre, puis lui aussi, il est un peu polarisant. Autant il est dans le top 5 de plusieurs personnes, autant il y a des gens encore là qui le classent hors du top 10. Puis moi, je vais être honnête avec toi, je suis obligé d'être dans la deuxième catégorie. Ah, ouais. Mais je l'ai top 10, mais je ne l'ai pas aussi haut que certains peuvent le dire. Parce que moi, je trouve, oui, il est gros. Oui, il a un très bon lancer. Oui, il protège bien la rondelle. Puis oui, c'est intéressant. Là, j'enlève rien. Puis c'est un attaquant top 6. Ça, j'enlève rien non plus. Travaillant aussi. Mais je trouve que sa vision de jeu, tu sais, si je te le compare à des Kemmel, des Logan Cooley, des Matthew Savoie, là, ces gars-là, ils voient le jeu, sont très, très, très intelligents. Ils ont un excellent sens du hockey. Est-ce qu'il y a un sens du hockey, Juraj Slafkovský? Je ne suis pas certain. Je trouve pas que c'est le joueur qui voit les jeux 2 secondes d'avance, le gars qui lit toujours bien les situations. Je trouve que c'est pas cette situation. C'est pas vraiment ça. Il joue un jeu. Il va être utile. Ça va être un gars qui va jouer dans la LNH. Est-ce qu'il va être une vedette?
en raison du fait qu'il n'y a peut-être pas le sens de jeu qu'on retrouve chez les vedettes, là, des Sidney Crosby, des Connor McDavid, des Leon Draisaitl. Je veux dire, là, j'ai tendance à dire, OK, je ne suis pas certain qu'il y a cette intelligence pour accéder à ce statut-là. C'est pour ça que je l'ai un peu plus bas que les gars que j'ai devant lui. Les gars que j'ai devant lui, eux, je les vois peut-être avec un meilleur potentiel pour atteindre ça. C'est la simple raison, mais je pense qu'il est quand même intéressant. Et il y a des petites lagunes à travailler. En défense, je trouve que c'est pas toujours parfait non plus. Là. Son positionnement peut être un peu laborieux. Je le trouve bon, moi, dans sa zone. Je trouve qu'il s'en sort bien, personnellement, dans sa zone. Puis je trouve qu'il y a quand même des atouts dans sa game qui plaît aux entraîneurs. À chaque fois qu'il saute sur la patinoire, tu sais à quoi t'attendre de lui. C'est quelqu'un qui est capable de compléter la plupart des styles chez ses coéquipiers. Il est capable de jouer plus avec un attaquant qui va finir les jeux, qui a un bon lancer, capable de compléter les jeux de quelqu'un qui va plus distribuer la rondelle. Moi, personnellement, je l'aime bien, moi, Slafkovský. Je suis un peu surpris. C'est rare qu'on est en désaccord, mais sur celle-là, ça arrive vraiment. Ça arrive très souvent. Je le sais que Jason Kennel, tu ne l'as pas à la même place que moi, je le sais. Non, effectivement. Mais, tu sais, c'est des détails mineurs. Je pense qu'il va les travailler. Puis, même en échec avant, je trouve que son bâton n'est pas toujours très bien placé. Ça, c'est des détails mineurs. Je pense que c'est des petites choses qu'en travaillant avec le directeur du développement de l'équipe qui va le repêcher, je pense que ça va s'améliorer au final. Lorsqu'il va se retrouver dans la LNH, je pense pas que ça va être un problème encore. C'est pour ça que tu repêches un joueur, mais tu le projettes dans 3 ou 4 ans. Ça, je pense que ça va être correct. Mais bon, tout simplement. Mais la grosse raison pour laquelle je l'ai vraiment diminué, c'est davantage son sens offensif. Mais pour la même raison que Kemmel et Lambert, j'ai bien hâte de le voir au Mondial Junior lui aussi. S'il peut produire, s'il peut m'en montrer davantage, si contre des joueurs plus âgés, il peut être vraiment dominant, très compétitif, puis à la limite faire gagner des matchs, aider les Slovaques à causer des surprises, parce que je vous le dis, surveiller les Slovaques, là, on va en parler la semaine prochaine pour le spécial du championnat mondial de hockey junior, mais les Slovaques sont à surveiller. Il n'y a personne qui peut prendre les Slovaques à la légère parce qu'ils ont plusieurs excellents joueurs à toutes les positions. Exact. Donc, si lui signale là, qui est vraiment, vraiment excellent, l'exemple que j'ai en tête, puis ça ne se comprend pas du tout en termes de style, mais Nino Niederreiter, il y a quelques années, il est arrivé avec la Suisse, il avait eu vraiment un excellent mondial junior. Puis ça lui avait permis d'être repêché top 5 par les Islanders de New York à l'époque. Donc, après ça, est-ce que ça va changer? Comme je te dis, je reconnais qu'il y a énormément de talent offensif. Donc, présentement, je l'ai plus vers la fin de mon top 10. Est-ce qu'il va monter? Je ne l'écarte pas. Honnêtement, entre 2 et 10, là, c'est très flottant. Je ne peux pas dire... Il y en a peut-être un ou deux que je peux dire avec certitude, OK, eux, je les place là. Mais c'est assez flottant. Mon deuxième pourrait se retrouver 10e au mois de juin. Et au contraire, mon 10e pourrait se retrouver 3e. On est tôt dans l'année, disons. J'aimerais ça que tu me le places par rapport à Connor Geekie. C'est quand même 2 joueurs avec un bon gabarit, quand même un physique assez similaire. Qu'est-ce que tu fais de l'évaluation des 2 joueurs? Est-ce que tu préfères Geekie ou tu vas plus avec un Slafkovský? Je préfère Slafkovský quand même. Parce que Geekie, ce qui me dérange un peu, c'est son coup de patin. Je l'ai déjà mentionné, là. J'ai pas l'impression. Puis oui, il est très, très bon en protection de rondelle. Oui, il est quand même bon pour soutenir ses coéquipiers. Il a un excellent lancer également. Et je pense que son coup de patin va l'empêcher d'être aussi dominant qu'il l'est présentement dans la WHL. Et lui aussi, c'est qu'on a un comparatif qui est son frère, Morgan Geekie, avec le Kraken de Seattle. Morgan Geekie a surpris beaucoup de gens. Il a été repêché en tant que personne... à sa 2e année d'admissibilité, là. Et c'est un gars qui est... c'est un gars, donc, il peut avoir en quelque sorte confondu les sceptiques, s'est retrouvé dans la LNH, mais Morgan Geekie, c'est pas un gars super rapide. Il est énergique, mais c'est pas quelqu'un qui est rapide. Donc là, tu peux dire, OK, on voit son frère, il a pas vraiment... C'était une énorme lacune lorsqu'il était à ses années de repêchage. Il l'a amélioré, mais pas assez pour dire que ce n'est plus un défaut. Donc là, moi, c'est un peu ça que je me dis. J'ai l'impression que Connor Geekie, ça va être difficile. Tandis que Slafkovský, lui, le patin, il n'y en a aucun problème. Puis en plus, il est énergique. Donc, c'est pour ça que je place Slafkovský devant. Bon, tu vois, au moins, on est d'accord là-dessus. Ça, c'est déjà un bon début. Là. On aura un autre crochet dans la bonne colonne. Marty, j'aimerais ça qu'on garde un autre joueur qui a un autre physique assez imposant. C'est Yanni Newman, un autre gros bonhomme de 6 pieds 3. Lui, comparé
à Slafkovský, que je ne qualifiais pas nécessairement d'attaquant de puissance, lui, c'est complètement le contraire. Lui, c'est un attaquant de puissance. Ouais, lui, c'est un bon vieil attaquant de puissance classique. Puis honnêtement, ces gars-là, puis là, on parle d'une autre catégorie de joueurs. On ne parle pas d'un gars candidat au top 10. Il faut faire attention avec ce que je vais dire. Mais il y a des qualités que j'adore. Là. Des gars que j'aime. Supposons, si j'ai une ligue simulée ou quelque chose comme ça, là, je me retrouve au 2e ou au 3e tour. Je raffole de ces joueurs-là. C'est comme, OK, tu les veux, tu peux travailler. Il y a tellement une courbe de progression intéressante dans leur cas, là, de potentiel qu'ils ont. C'est fou. Et Yanni Newman, c'est un peu ça. Yanni Newman, tu l'as mentionné, 6 pieds 3 pouces, 207 livres. Il y a 17 ans. Tu sais, on prend une machine, je m'en ai dit une machine à remonter dans le temps, mais tu sais, va 2 ou 3 ans plus tard, puis dis-toi qu'il va peut-être prendre 1 ou 2 pouces et il va peut-être prendre une quinzaine de livres. Donc, imagine-toi, s'il débarque dans la LNH, ça pourrait donner quelque chose comme un joueur de 6 pieds 4, 6 pieds 5 pouces, puis 225 livres. Il patine et il a un excellent coup de patin. Il patine super bien. Donc, t'imagines-tu un gars de 6 pieds 5 pouces, 225 livres, qui est super bon en protection rondelle et qui a un excellent coup de patin, à quel point ça peut faire des dommages dans la LNH? C'est pour ça que je trouve qu'il y a un potentiel très élevé. T'sais, présentement, je ne l'ai pas dans mon premier tour, mais je ne serais pas surpris que plus sa saison va, plus on est charmé par lui et plus finalement ça se retrouve à être un espoir de premier tour pour les raisons que je viens de te mentionner. T'sais. Excuse-moi, Marty, j'ai Stéphane Grondin sur la ligne. Là. Il me dit qu'il est en amour là, avec ce que tu dis par rapport à Yanni Newman. Là. Pour les gens qui ne le savent pas, Stéphane, ancien collègue à TVA Sport, raffolait de ses attaquants de puissance, qui est capable de frapper, capable de déranger. Puis je pense que c'est une qualité qui peut-être ne sera jamais un joueur top 6 dans la LNH, mais va quand même être capable d'apporter des attributs sur la glace lorsqu'il va évoluer dans la Grande Ligue. Fait que oui, je te rejoins pour Yanni Newman. Est-ce que ça te fait peur le fait qu'il a commencé en Liga et que finalement a été prêté dans une ligue inférieure par la suite? Mais par rapport au jeu physique, il faut que tu fasses attention. Je pense pas que c'est le genre de type à Stéphane Grondin. C'est pas quelqu'un qui est physique, par contre. C'est pas quelqu'un qui applique des mises en échec. Ben, c'est quand même quelqu'un qui est énergique, qui va dans le coin, qui va chercher des rondelles. Oui, ça oui, là. Mais je veux dire, Stéphane Grondin, il voulait quelqu'un qui jette les gants. Là. Ça lui prenait un Michael McCarron. Écoute, je me suis tellement avec lui pendant des années de lui dire que Michael McCarron, c'était un mauvais choix. Lui, il ne jurait que par lui. Il me disait que ça allait être vraiment un futur Milan Lucic. Puis, en tout cas, vous pouvez aller voir les statistiques. Là. Je vous laisse dire qu'il a eu raison, mais en tout cas... On salue Stéphane à la maison. Ouais, on salue Stéphane. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. C'est toujours un plaisir. Mais reviens-moi sur ce que je t'ai lancé. Je serais curieux de savoir, est-ce que ça te fait peur le fait qu'il n'a pas été en mesure de garder son poste dans la Liga et qu'on a préféré le rétrograder? Ceci dit, 1 point par match dans la Ligue Mestis. Fait que c'est pas mauvais non plus. Peut-être que ça lui fait juste du bien d'avoir un calibre qui est un peu plus inférieur. Non, ça me fait pas peur. Ben, tout simplement parce qu'il y a quand même... ces matchs en Liga sont arrivés... en plein milieu de sa saison dans la Ligue Mestis, c'est pas arrivé comme au début de la saison, les 4 matchs, on l'a rétrogradé. Et ils vont souvent faire ça, les espoirs qui se retrouvent dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans, si tu veux. Là, ils vont jouer surtout dans la Ligue des moins de 20 ans, puis de temps en temps, pour les essayer, on va te donner 1 ou 2 matchs en Liga pour voir qu'est-ce que tu peux faire. Puis si ça va bien, ben, tu demeures en Liga, puis tu restes là. Puis si ça va moins bien, ben, gars, on te redescend tout simplement en bas, travaille ton jeu, puis ça ira plus tard, tu sais. Donc, non, ça ne me fait pas peur du tout. Même au contraire, le fait qu'il domine dans la Ligue Mestis, puis là, je veux faire attention, la Ligue Mestis, c'est pas une très bonne ligue. Là. Il y a beaucoup de carences. C'est un peu décousu comme jeu. Là. C'est vraiment pas du gros calibre de jeu. Là. Je veux faire attention. Je veux qu'on fasse attention dans ce que je vais dire. Mais de le voir dominer contre des hommes quand même, de le voir que physiquement, s'en sort super bien contre des hommes, ça, je pense que c'est un petit plus quand même. Ça, c'est intéressant. T'sais. Maintenant, la raison pour laquelle Yanni Newman, c'est peut-être un gars moins... c'est pas un gars nécessairement de premier tour pour l'instant, pas un gars de top 20, pas un gars de top 25. Ben écoute, je pense qu'il y a quand même des lacunes dans son jeu. Je pense défensivement, moi, j'ai vu à quelques occasions qu'il pouvait être quand même mal placé. Là. Ça, c'est peut-être un défaut. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'il corrige. C'est pas quelqu'un qui a le sens du jeu
lui sort par les oreilles non plus. Il n'est pas mauvais, mais c'est pas quelqu'un qui est élite à ce niveau-là. Donc ça, je pense qu'il faut modérer à ce niveau-là. Puis un peu comme je disais avec Slavkovski, il est pas... la façon qu'il place son bâton en échec avant, il y a quelques correctifs à apporter. La même chose que je disais pour Slavkovski, je pense qu'il va l'améliorer, ça. Je pense que ça va être correct s'il débarque dans la LNH ou du moins dans les rangs professionnels, parce qu'il va l'avoir amélioré. Pour l'instant, c'est quand même un petit bémol. Tu sais. Mais ça demeure un joueur incroyable. Gros coup de patin, déborde hors l'aile pour foncer au filet, puis il a un excellent tir. On s'entend, là, on vient de nommer pas mal 3 qualités que pas mal toutes les équipes de la LNH recherchent. Exact. Surtout s'il est disponible fin deuxième tour, là, ça pourrait être plus qu'intéressant pour une équipe de prendre une chance sur Yannick Newman. Je ne sais pas s'il va glisser jusque-là, mais ça reste que c'est possible. Mais comme je te dis, avec tout ce que je viens de te nommer, supposons qu'il débarque avec l'équipe de Ilves en Finlande, puis que là, il se met à dominer, il commence à être pas pire, il joue régulièrement, puis qu'il est capable de produire. Là, après ça, tu te retrouves au championnat mondial des moins de 18 ans, tu es beaucoup plus gros que tout le monde, tu patines plus vite que tout le monde, tu domines complètement. T'imagines-tu, là, ça peut le faire grimper pas mal. Je te le dis, là, présentement, je l'ai début de deuxième tour dans mes listes. Je sais que Pascal Lapointe également, tout sur le hockey, l'adore. Là. Mais supposons que tout ça arrive, là, tout ce que je viens de te nommer, c'est pas impossible de parler d'un espoir top 15. Là. C'est peut-être un fameux cas à la... J'ai Joel Erikssonek en tête. Là. Joel Erikssonek, son année de repêchage en 2015, là, c'était pas quelqu'un qui était énormément dans les listes au début. Il a vraiment énormément progressé tout au long de l'année. Finalement, le Wild du Minnesota l'a repêché et finalement... On sait d'admettre que ça a été un excellent choix. Donc, est-ce que ça peut, puis c'est pas le même style, là, Erikssonek est meilleur dans les deux sens de la patinoire, mais est-ce que Newman peut avoir une progression telle qu'il va se retrouver top 15, voire top 20? C'est ce type de joueurs-là, parfois, qui sont repêchés pas mal plus tôt qu'on le pense. Donc, honnêtement, premier tour, ça se peut. Là. Ça se peut. On est encore tôt dans la saison, mais au moment où on se parle, je pencherais plus vers la deuxième ronde, mais c'est une possibilité, effectivement, qui sorte au premier tour. Puis je pense que c'est la même chose pour toi aussi, au moment où on se parle, tu le vois plus au deuxième tour. Non, exactement, c'est ça, je ne l'ai pas au premier tour. Je fais simplement dire que ça se pourrait très bien que je retrouve soudainement premier tour dans la majorité des listes lorsqu'on va être au mois d'avril ou au mois de mai. J'aimerais ça que tu nous parles, Marky, d'Alexandre Terry Kaskimaki. Lui, il sort un peu du moule là, des gros bonhommes. Là. Quand même, un physique respectable à 6 pieds, 185 livres. C'est un joueur qu'on avait quand même remarqué au Linka Gretzky. Il avait marqué notamment 3 buts lors de ce tournoi-là. Puis, c'est un peu là. Est-ce que c'est là que tu l'avais remarqué pour la première fois? Oui et non. Là, je l'ai vu jouer, là, mais où je l'ai noté pour la première fois, vraiment, c'est il y a un mois. Lorsque j'ai regardé des matchs du tournoi des 5 nations contre l'équipe américaine des moins de 18 ans, la Suède, etc., là, c'est davantage là que je l'ai scruté plus davantage avec mes yeux de recruteur, si on veut. Je comprends, parce que c'est quand même c'est un joueur qui a quand même un beau profil, un joueur de centre capable de bien distribuer la rondelle, pas peur de foncer au filet, quand même des mains respectables. Et je te dirais que c'est surtout un joueur qui a un bon coup de patin très rapide sur la patinoire. Oui, absolument. Son coup de patin est intéressant. Il est très fluide, très rapide. Puis même, là ça fait 2 semaines qu'il joue des matchs en Liga finlandaise avec HIFK Helsinki. Et il est capable de suivre le rythme avec son coup de patin. Donc ça démontre à quel point qu'est-ce qu'il est capable de suivre. Et HIFK Helsinki, là, faire une histoire courte, c'est quand même la meilleure équipe de la Liga finlandaise. Ils sont en tête. C'est une équipe prestigieuse. C'est une équipe qui joue souvent dans la Ligue des champions. Qui sont capables de donner du fil à retordre à d'autres bonnes équipes européennes. Là. Ils ont développé des Mikael Granlund, des Olli Jokinen a déjà joué là. Il y a plusieurs excellents joueurs qui ont passé par HIFK, Rupe Hintz, Miro Eskanen. C'est un bon programme de développement, pas mal plus que Yip que j'ai nommé tout à l'heure. Donc, c'est intéressant dans son cas, mais surtout au niveau de la vitesse, il est plus rapide. Mais tout ça pour dire que c'est drôle, hein, parce que lorsque je le regardais contre les Américains, il ne m'impressionnait pas tant que ça. Il ne ressortait pas beaucoup. Je disais, OK, il est rapide. Il me semble avoir de bonne qualité de fabricant de jeu. Mais je trouvais que ça ne ressortait pas davantage. OK, je l'avais placé très loin dans mes listes. Puis là, en le surveillant davantage,
Je me suis rendu compte, OK. Puis là, je suis allé voir aussi le match contre la Suède. La Suède, même s'ils ont des éléments intéressants, sont moins aguerris, puis surtout ne jouent pas ensemble comme les Américains à longueur d'année. Et là, je l'ai trouvé pas mal plus intéressant. Premièrement, la Finlande perdait 4-1. Il a marqué le but de 4-2. Puis plus tu le sais à quel point j'aime les joueurs qui se signalent quand ça compte. Ben lui, à 4-1, il n'a pas abandonné. Il est allé marquer le but de 4-2. Je l'ai trouvé pas mal meilleur en fin de match. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui carbure à ça? Ben ça, c'est quelque chose à surveiller dans son cas. Et en plus, en le voyant contre d'autres équipes, par la suite, j'ai vu que son sens du jeu est pas mal meilleur que je pensais. Il y a une bien meilleure vision de jeu, alimente pas mal mieux ses coéquipiers que je pouvais le penser. Il est quand même capable d'être créatif. Là. Le but que je t'ai parlé, c'était il a réussi une superbe feinte puis il a marqué par la suite. Donc ça me dit, OK, je pense qu'il rajoute quelques éléments qui me plaisent de plus en plus. Et les matchs en Liga, ce que j'ai trouvé super intéressant, le premier match qu'il a joué, même s'il a marqué, là, il n'a pas été super étincelant. J'ai l'impression je ne sais pas s'il était gêné de jouer soudainement dans la grosse ligue contre les hommes, là, mais c'était peut-être un peu plus difficile. Puis le deuxième match, j'ai trouvé que ça a été complètement différent. Pas mal plus impliqué. Puis là, c'est ça qui est intéressant dans son cas. C'est qu'il est très impliqué, énergique, pas peur de mettre l'effort, toujours le nez dans le trafic. Il est plus petit, donc il va perdre des batailles, c'est normal. Mais l'engagement est là. Si tu vas dans 2 ou 3 ou 4 ans, puis qu'il se renforce physiquement, qu'il prend plus de coups de patin, mais là, tu peux te dire, OK, ce qui est pas une lacune, mais c'est plus difficile présentement, ben, il y a fort à parier que là, dans 3 ou 4 ans, peut-être que là, il va être correct. Et avec ce que je viens de te mentionner au niveau vitesse, au niveau créativité, puis il apporte un peu de tout, je te dirais, là, tu sais, le fameux but qu'il a marqué, c'était devant le filet. Il n'a pas peur de temps en temps d'aller devant le filet pour déranger les gardiens, dévier des rondelles. Donc, s'il est capable d'apporter plusieurs choses à son coffre à outils, en plus d'avoir un bon coup de patin et en plus d'être quand même créatif, et là, il commence à jouer en Liga. Je ne sais pas si c'était vraiment le premier trio, mais lorsque tu regardais les listes d'Ashiaka, il était classé sur le premier trio. Donc, s'il continue de jouer avec Ashiaka, qui se démarque de cette façon-là, un peu comme Newman, c'est peut-être un gars qui va grimper pas mal parce que les gens vont aimer son énergie, vont aimer son potentiel offensif. Puis là, ben, ils vont commencer à avoir du talent dans des ligues pas mal plus supérieures que la ligue finlandaise des moins de 20 ans. Donc, lui aussi, c'est à surveiller comment ça va se dérouler au fur et à mesure de la saison. Le temps file, Marty. Je rappelle aux gens à la maison qu'un peu plus tard à l'émission, on aura Yannick Jean, l'entraîneur-chef des Saguenayens, qui sera avec nous. Mais entre-temps, on a un dernier joueur finlandais à vous faire découvrir. Premier défenseur de notre liste aujourd'hui, c'est Kasper Kulonumi. Marty, c'est un défenseur quand même assez moderne, un genre de général à la ligne bleue. Oui, absolument. Ben, les gens qui ont regardé au championnat mondial des moins de 18 ans l'an dernier, Alexis Heimo-Salmi avait été nommé sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Ça se ressemble beaucoup. Il est moins bon, je trouve. Il est peut-être moins rapide qu'un Heimo-Salmi, mais ça se ressemble beaucoup. Tu sais, c'est un gars intelligent qui voit bien le jeu. Corps arrière en avantage numérique, distribué à la rondelle, il est quand même très mobile. Ça, ce sont de superbes qualités. Il a une bonne première passe également. Moi, ce que j'aime beaucoup de Kasper Kulonumi, c'est il est super, super intelligent. Il voit il voit les prises de décision, il voit les jeux se développer 2 ou 3 secondes d'avance. C'est quand même très intéressant. Il a obtenu une aide contre la Suède, là, pour te donner une idée. Là. Comme je t'ai dit, il est mobile, il peut changer de direction assez rapidement. Puis il a comme freiné vraiment 2 fois. C'était vraiment dans l'intention de sortir son couvreur de la ligne. Ce qui est arrivé, son couvreur s'est fait déporter un petit peu trop à droite. Il a freiné de l'autre côté à gauche pour revenir, puis il a décoché un lancer. Finalement, il y a eu un retour de lancer, il y a eu un but. Mais tu sais, ça donne une idée du sens du jeu qu'il peut avoir. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il manque peut-être un peu de vitesse et contre les Américains, surtout là, défensivement, lorsque ça arrivait un peu trop vite, avait tendance à se faire déborder. Ça, c'est quelque chose à surveiller. C'est pour ça que je pense qu'il faut se garder une petite gêne. Ce n'est pas un espoir de premier tour du tout, du moins pour l'instant. Puis je ne suis pas certain que ça va arriver non plus. Là. Mais son intelligence rend ça quelque chose d'intéressant. C'est un petit choix de 2 ou 3e tour à prendre. Ben, je pense que ça devient un espoir intéressant.
Marty, tantôt on parlait de Joachim Kemmel et de Brad Lambert qui seront tous les deux de la formation de la Finlande au championnat mondial junior. Ils seront accompagnés d'un espoir des Canadiens de Montréal. Oliver Kapanen aussi a été choisi. Je me souviens l'année dernière quand on a fait le tour là, de tous les choix du Canadien de Montréal. Tu l'avais décrit peut-être comme un joueur responsable, un joueur potentiel troisième trio qui n'est pas nécessairement capable de générer de l'attaque, mais qui fait bien tous les petits détails. Est-ce que tu as changé ton fusil d'épaule ou c'est encore ton évaluation là, de Oliver Kapanen? Non, pas du tout. Même, je te dirais que ça renforce ma perception. Les matchs que j'ai regardés, lui était également dans le fameux tournoi des 4 nations. Justement avec Lambert, avec Ronnie Hirvonen, avec Aatu Räty. Puis je l'ai regardé dans ce contexte-là et je l'ai regardé en Liga également avec l'équipe de Kalpa. Et honnêtement, ce que j'avais vu l'an dernier semble se concrétiser. C'est pas quelqu'un qui offre beaucoup en attaque. Même s'il est capable d'aller devant le filet et de mettre de la pression, de récupérer des rondelles parce que c'est un joueur très travaillant, là. Mais sa grande force, c'est vraiment sur le plan défensif. Défensivement, il est franchement impressionnant. Il est toujours bien placé, couvre toujours l'espace, couvre toujours le bon joueur pour supporter ses défenseurs en zone défensive. Non, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. T'sais, ce que je me plaisais à dire en le regardant, c'est que j'étais pratiquement déçu un peu de voir que Philippe Danault n'est plus à Montréal. Parce que je me disais, si Kapanen débarque dans un camp à Montréal et qu'il travaille avec un Philippe Danault, tu sais, des fois, là, tu t'inspires de voir d'autres vétérans lorsque tu débarques dans un camp. J'ai parlé de Joel Erikssonek. J'aime penser des fois que Mikko Koivu l'a peut-être aidé un peu à se développer comme l'attaquant dans les deux sens de la patinoire qu'on voit aujourd'hui. Mais je pense que ça aurait pu être la même chose. Tu sais, souvent un Danault travailler super fort, qui est tenace, qui est. Tu sais, Austin Matthews l'a déjà dit, là, ou je pense que c'est ou même Nathan McKinnon, tu sais, c'est probablement le centre le plus difficile à affronter parce qu'il est tellement bien placé. Mais je pense que Kapanen, il a ce potentiel-là défensivement. Il est très élite. Maintenant, en attaque, ben c'est ça. Il y a pas. Tu sais, c'est quelqu'un qui garde. Puis c'est correct, là, ça te prend des joueurs de toutes sortes dans une équipe. Tu peux pas avoir simplement des gars qui font les manchettes tous les soirs parce que ils font des jeux à la Sonny Milano ou Trevor Zegras. C'est tout à fait normal. Mais il garde le jeu simple, là, Kapanen. C'est bien correct. Puis je pense que ça va il va être capable de signer dans la LNH. Mais je pense que ça va être davantage un joueur de troisième trio parce que lui garde les choses simples. S'il y a la rondelle et il rentre en zone adverse, ça risque d'être un lancé, tout simplement pour faire travailler le gardien de but, récupérer des retours, utiliser vraiment les bons vieux petits détails. T'sais. Il est toujours adoré, je ne sais pas si tu te souviens, mais je l'aimais quand même bien. Là, je me disais, c'est un choix très sûr, puis c'est bien parfait au deuxième tour. Ben, je pense que c'est de plus en plus, là, ça conforte. Je pense que c'est par là qu'on s'en va. Oui, puis quand un choix de deuxième tour, borderline troisième tour, alors c'était quand même une bonne sélection. Puis je pense que c'est un NHLer. Puis honnêtement, à ce rang-là de repêchage, quand tu réussis à toucher un joueur qui va évoluer, peut-être éventuellement pour ta formation, c'est un plus. Alors, ça semble être le cas. Vous pourrez faire votre propre opinion d'Oliver Kapanen, comme je le disais, lors du championnat mondial junior. Malheureusement, un joueur que vous ne pourrez pas voir à l'œuvre, c'est Hendrix Lapierre. Puis, Marty, autant pour les gens qui n'ont peut-être pas regardé les 2 matchs d'exhibition qui ont joué le contre U-Sports, peuvent être surpris parce que quand même, Lapierre a commencé sa saison avec les Capitals de Washington. Toi, tu les as regardés. Et tu n'étais pas nécessairement surpris du fait qu'il n'a pas fait la formation d'équipe Canada. Non, pas du tout. Puis je vais t'en être avec toi. Moi, au début, lorsque j'ai fait ma liste, je peux te le dire, là, j'ai ma liste ici là, de mes prédictions pour l'équipe. Écoute, j'étais certain qu'Hendrix Lapierre, il était assuré d'un poste. Je m'étais dit, OK, un gars qui a joué dans la LNH, au centre avec TJ Oshie, je veux dire, il faut que tu lui fasses une place absolument. Là, par la suite, je ne sais pas si tu te souviens, mais avant les 2 matchs contre les étoiles universitaires, on a sorti la liste des joueurs qui allaient s'entraîner à part et qui n'allaient pas jouer les matchs. Souvent, c'est un excellent signe. Ça veut dire, OK, tu as fait l'équipe, tu es assuré de ton poste, pratique avec les autres, puis prends ça relax. Là, Maverick Bourque était dans le groupe notamment. Et Hendrix Lapierre, lui, il a été placé dans le groupe qui allait jouer les 2 matchs. Ça, c'était surprenant. Je m'étais dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va voir. Puis finalement, lors des 2 matchs, je vais être honnête avec toi, le premier match, il jouait avec Zachary Dean et Xavier Bourgault, 2 autres joueurs de la LHGMQ. J'ai trouvé le trio bon, mais tu vois, le seul du trio que j'ai trouvé ordinaire, même à la limite décevant, c'était Lapierre. Les 2 autres ont bien joué. Lui,
Beaucoup de revirements. Il a écopé d'une pénalité à un moment donné. Je ne me trompe pas, il a fait trébucher un adversaire. Là. Tu n'as pas une punition de rudesse ou parce que tu es intense. Là. Une mauvaise pénalité. Tu sais. Et beaucoup de jeux qui avortaient, là, tentaient des passes puis s'étaient coupés. C'était pas glorieux. Je pense que ça a été moins pire dans le deuxième match. Là. Il a créé un petit peu plus en attaque, mais tu voyais qu'il y avait encore un peu de problème. Puis honnêtement, après le premier match, je me suis sérieusement posé la question. Je me suis dit, écoute, est-ce qu'Hendrix Lapierre va être retranché? Puis là, je m'étais dit, OK, c'est un joueur de la LNH, je pense qu'il va être de l'équipe quand même. Je pense qu'on va lui donner une chance. Mais tu vois, finalement, on l'a retranché. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, je ne suis pas surpris. Tu sais, ce que je te parlais de Brent Clark, là, j'en reviens pas encore, là. Surtout qu'il n'y a pas de défenseur droitier au tournoi. On a retranché le seul défenseur droitier qui était au camp. Mais c'est quand même là au camp. Puis là, après ça, là, s'il y a un mauvais camp, là, tu pourras justifier que tu l'as retranché, que tu ne l'as pas pris de l'équipe. OK, il y a eu des carences en défense. Vous avez vu comment il s'est fait contourner. Vous avez vu comment il n'a pas apporté beaucoup de choses en attaque. Là, après ça, ça justifie. Donc, je reviens à Lapierre. Tu sais, c'est surprenant, c'est décevant, mais c'est compréhensible parce qu'il est arrivé au camp. C'est un moment de se signaler et il ne l'a pas fait. Donc, malheureusement, là, c'est plate pour lui, mais c'est ça. Ça fait partie de... J'écoutais une chronique de Michael Alancette là, sur les ondes du 91.9, puis Michael est allé de l'observation suivante. Il y avait quand même eu un lent début de saison avec les Titans. Il y avait eu seulement, pour des standards d'Hendrix Lapierre, 19 ans dans la HGMQ, il y avait eu seulement 4 points en 5 parties. Par la suite, il s'était mis en marche, là, quand même 14 points en 9 rencontres. Mais peut-être que si le camp avait lieu une semaine plus tard, peut-être que là, il aurait été capable de prendre son rythme de croisière et d'être plus dominant. Mais là, on sentait qu'il patinait un peu. Je ne veux pas dire qu'il patinait dans le gruau, là, mais on sentait que sa game était un peu plus au ralenti. Donc, malheureusement pour lui, c'est un camp qui est éclair. C'est très, très court. Et il n'a pas été en mesure d'en faire assez. Puis en même temps, je regarde la brigade de centre de l'équipe canadienne. Mason McTavish, Shane Wright, Ridley Gregg, qui est quand même un choix de premier tour des Sénateurs, et Maverick Bourque. Donc, tu sais, c'est pas des pieds de céleri non plus, là. Ben, c'est là que je m'en allais avec ça. Je pense que Greg va jouer davantage à l'aile, puis je pense que pour la LNH, c'est un joueur qui va être davantage ailier. Mais tu as un bon point, parce que c'est là que je m'en allais. Je pense que c'est d'autant plus difficile pour lui qu'on s'entend, là, presque assurément, les deux premiers centres, ça va être Mason McTavish et Shane Wright. Donc là, à partir du moment que ça, ce sont tes deux centres pour le top 6, ben là, par la suite, tu dis OK, donc Lapierre devient un joueur de troisième trio. Tu dois montrer des qualités de joueur de troisième trio. Tu le sais comme moi, l'équipe canadienne aime prendre parfois des joueurs bons physiquement, des joueurs qui sont capables de jouer dans les coins, des joueurs bons défensivement, puis Lapierre est bon défensivement, c'est pas le problème, mais c'est que là, s'il arrive à compétitionner contre d'autres joueurs qui font mieux au camp, bien là, et qui sont un peu plus physiques, qui sont peut-être plus dans le profil que Dave Cameron a tendance à rechercher dans ses équipes, bien là, je pense que c'est pour ça qu'on peut expliquer davantage pourquoi Hendrix Lapierre a été retranché. Et la raison pour laquelle un gars comme Elliott Desnoyers, qui, moi honnêtement, c'est une très belle surprise, une agréable surprise, mais une surprise. Mais tu vois, Elliott Desnoyers, dans le deuxième match, défensivement, était pas mal plus efficace, très bon dans les deux sens de la patinoire, a aidé ses coéquipiers, puis visiblement, il était souvent sur le premier trio de l'équipe canadienne, donc on le voyait clairement en haute estime, mais là, tu vois, lui, on a peut-être offert davantage sur le plan défensif, puis c'est pour ça que c'est lui qui est choisi, pas Lapierre. Oui, puis c'est clair, Eric, équipe Canada Junior, la manière qu'ils fonctionnent, ils cherchent vraiment des rôles. Ils veulent un joueur qui va occuper 7 positions dans leur formation. Sans dire qu'Hendrix Lapierre est mauvais défensivement, je pense que c'est un joueur qu'il faut qu'il évolue sur ton top 6 pour être efficace. Et je pense que si tu le mets sur un quatrième trio, je pense que là, il perd un peu de son lustre. Donc, je pense que là, Elliott Desnoyers, lui, a réussi à prouver que défensivement, il avait sa place, puis félicitations pour lui. Puis c'est un peu ça pourquoi tu t'attendais à ce que Joshua Roy ait une chance de percer la formation, ne serait-ce que comme réserviste, parce que c'est un joueur que tu aurais pu plugger un peu partout sur la formation canadienne pour venir donner un coup de main. Malheureusement, lui aussi n'a pas été en mesure de percer la formation. Ouais, mais écoute, dans le cas de Joshua Roy, je pense que la façon qu'il faut résumer ça, c'est quand même un joueur de 18 ans, et non seulement c'est un joueur de 18 ans, mais c'est un joueur qui est né tôt, pas tôt, mais tard, au mois de... en 2003, en fait, là, c'est un joueur qui est né du mois d'août, donc c'est un joueur qui est très, très jeune, un des plus jeunes, sinon,
un des plus jeunes, parce que tu as Shane Wright et Connor Bedard, là, mais un des plus jeunes de l'équipe. Et le problème cette année, c'est qu'honnêtement, il y a quand même beaucoup de talent à l'attaque. On a parlé de Shane Wright, on a parlé de Mason McTavish. Tu as Ken Johnson, tu as Dylan Gunter, tu as Ridley Gregg, tu as Cole Perfetti, tu as Jake Neighbors. Je viens de te nommer pas mal de joueurs là, qui soudainement te remplissent les 2 premiers trios, puis même une partie du 3e. Donc, je pourrais même te nommer Justin Fordiff. Il y a énormément de talent. Donc, je pense que pour Joshua Roy, c'est pas mal plus difficile. Je pense qu'il fallait vraiment qu'il y ait un camp comme exceptionnel. Là, aucun défaut, là, vraiment. Puis je pense qu'il a passé très près. Son premier match a été extraordinaire. Je pense qu'en première période, il était peut-être un peu nerveux, là, se garder une petite gêne, puis effectuer quelques revirements, a eu des pertes de rondelles, mais en deuxième et en troisième période, il a été excellent. Puis de ce que j'ai lu un peu de l'équipe canadienne, je pense qu'il aura joué dans la tête un peu. Je pense qu'on l'a vraiment considéré. Je pense que ça a été difficile de le retrancher. Mais comme je te le disais, on voit la formation présentement. C'était simplement difficile pour lui. Tu sais, un gars comme Logan Stankoven a eu un excellent deuxième match. Un gars comme Will Coyley, clairement, se battait avec William Dufault pour un poste de gros attaquant physique qui allait être capable de brasser un peu la cage et d'amener un peu d'attaque. Mais je pense que Coyley, lui, dans ce style-là, cadrait davantage. Donc, malgré que Dufault a marqué un superbe but dans une des 2 rencontres, effectivement, c'est fait damer le pion. Là. Oui, exactement. Puis je pense qu'il y avait d'autres lacunes. Là, au niveau de son coup de patin, je pense qu'il en a fait peut-être un peu moins qu'un Coyley. Je pense que ça a peut-être été quelque chose qui a déplu aux dirigeants de Hockey Canada. Mais bon, tout simplement pour revenir à Joshua Roy, on vient de voir la formation. Il y a beaucoup de talent. Je pense que on se rend compte que c'était énorme. C'était très, très, très difficile pour lui. Donc, mais c'est correct. Je pense qu'il a fait de très belle impression. Je pense que les dirigeants de Hockey Canada ont été vraiment enchantés de le voir. Là, il va débarquer avec le Phoenix de Sherbrooke, va retourner avec eux, va les aider à avoir beaucoup de succès en deuxième moitié de saison. Va se présenter au camp estival d'équipe Canada parce qu'il va avoir 19 ans, lui. Il va être admissible à revenir. Il va aller au camp estival d'équipe Canada. Là, on va espérer qu'on va revenir un peu plus à la normale et que l'équipe canadienne pourra aller jouer le fameux tournoi préparatoire aux États-Unis. Puis par la suite, ben écoute, si tu te retrouves l'an prochain, écoute, tu m'as montré les noms. Il y a beaucoup de gars de 19 ans et peut-être des gars qui vont avoir donc, ils vont avoir 20 ans l'an prochain et des gars qui vont avoir 19 mais qui ne seront peut-être plus là. Comme moi, Mason McTavish, je ne pense pas qu'il va être disponible l'an prochain. Là, je pense que les Ducks d'Anaheim vont le garder. Donc là, à partir de ce moment-là, s'il y a plein d'ouvertures, ben écoute, Joshua Roy, je pense que c'est partie remise pour lui. Tu viens de le mentionner, Marty, mais c'est un secret qui est très mal gardé. Là. Le championnat mondial junior, particulièrement au Canada, parce qu'il y a tellement de talent, c'est un tournoi de 19 ans. Tu sais, je regardais les chiffres. 18 joueurs ont 19 ans. 5 joueurs ont 18 ans. Et finalement, tu as les 2 exceptions, Shane Wright et Connor Bedard, qui ferment la marche à respectivement 17 et 16 ans. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas 19 ans, il faut vraiment que tu sois un talent exceptionnel. Et là, tu l'as dit, Joshua Roy, très jeune, à 18 ans, ça explique probablement la raison pour laquelle il a été coupé, malgré qu'il l'avait jumelé à Connor Bedard et que les 2 ont très bien fait ensemble. Moi, ça me donnait une piste de réflexion. Mais peut-être qu'on donne une vraie chance à Joshua Roy. Personnellement, je pense qu'il l'a saisi. Malheureusement, ce n'était pas assez, mais ce n'est que partie remise. Et je suis pas mal sûr que l'espoir des Canadiens sera du tournoi l'an prochain. Mais ça, tu vois, c'était une belle carte de visite qu'il a laissé aussi, de jouer avec Connor Bedard. Et même le premier match, il y avait Dylan Gunter. Logan Stankoven a manqué le premier match, puis a joué le deuxième. Donc, pour cette raison-là, on a fait jouer Dylan Gunter lors du premier. Il était sur le trio à Bedard et à Joshua Roy. Et honnêtement, je pense que Joshua Roy a pratiquement eu un meilleur match que Dylan Gunter. En tout cas, au niveau de la chimie avec Bedard, là, je pense que c'était pratiquement Joshua Roy qui avait une meilleure chimie qu'un Gunter. Donc, je te le dis, en troisième période, là, c'était une chance à pratiquement toutes les présences. Là. Ça, c'est impressionnant. Là. Donc, je veux dire, là, ça aussi t'envoie un message. OK, tu es capable de compétitionner contre un gars que les gens qualifient d'exceptionnel et de générationnel. Et je pense vraiment que c'est le cas. Là. Je pense que c'est peut-être le prochain Connor McDavid. Là. Ça, encore là, il y a 16 ans. Il y a encore beaucoup d'années à se développer. Mais je commence à être pas mal certain dans ce que je dis. Tu sais. Mais tout simplement pour dire que c'est intéressant. C'est intéressant pour lui de laisser une belle carte de visite comme ça. Oui, puis parlons-en de Connor Bedard. 6 points en 2 rencontres. Perce la formation alors qu'il est âgé seulement de 16 ans. Rejoint un groupe plus qu'élite
je te nomme quelques noms, là, mais c'est Nick Crosby, Connor McDavid, Wayne Gretzky, Jason Spezza, Eric Lindros, tous des joueurs qui ont réussi le même fait d'armes de participer à cette classique à l'âge de 16 ans. Et Connor Bedard n'a rien volé à personne. Ça allait de soi qu'il avait mérité sa place en regardant les parties. Moi, j'ai extrêmement hâte de le voir aller. Puis je pense honnêtement, Marty, il ne sera pas enterré. On se souvient un peu d'Alexis Lafrenière, là, ça va être plus difficile. Là. Je pense que Connor Bedard, lui, va être capable de tirer son épingle du jeu lors de ce tournoi-là. En tout cas, les noms que tu m'as nommés, des joueurs qui ont déjà évolué à 16 ans avec l'équipe canadienne junior, tu ne m'as pas nommé beaucoup de manchots là-dedans. Hein? Non, exact. Non, c'est ça. Ça fait partie vraiment de la crème de la crème. Puis en même temps, de quoi s'attendre du premier joueur de la WHL qui est nommé joueur exceptionnel. On le sait que ce gars-là est talentueux. C'est probablement le meilleur joueur junior sur la planète. Ne mérite pas sa place et il va être extrêmement intéressant à surveiller. Lui et Shane Wright seront probablement les deux joueurs là, les plus palpitants à regarder aller là, d'un point de vue scout, là, on s'entend? Ouais, non, ben oui, absolument. Puis tu sais, je te dirais, la sélection de Connor Bedard, ça va être drôle comme terme, mais c'est rassurant. Tu sais, parce que dans ma tête, je vais être honnête avec toi, là, dans mes prédictions, je ne l'avais pas dans mon équipe. Mais c'est parce que je me mettais dans la tête des dirigeants de Hockey Canada, je m'étais dit, comme tu mentionnais, là, on a tendance à sélectionner davantage de joueurs de 19 ans, des joueurs de rôle pour les 3-4e trios. Donc, je m'étais dit, peut-être qu'ils vont l'exclure pour la simple et bonne raison que c'est un joueur de 16 ans. La seule raison. Donc là, je suis très content de voir ça. Il a été extrêmement dominant. Tu le vois qu'avec les aptitudes qu'il a, c'est déjà à 16 ans un des meilleurs joueurs de l'équipe. Puis tu sais, dans ce que j'affirme, là, il a disputé les 2 matchs contre les Étoiles universitaires. Je pense que ça en dit long parce que moi, si je suis dirigeant et que je suis conscient de son talent, ben, il ne dispute pas les 2 matchs. Il est assuré de son poste. Donc, ça démontre à quel point on avait un certain doute. Puis finalement, ben, il a tellement été dominant qu'il a dissipé. Il a tout dissipé les doutes. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, je suis rassuré. Finalement, de voir qu'on l'a sélectionné, malgré le fait qu'il est plus petit, mais qu'il a été super dominant, là, ils ont dit, OK, on n'a pas le choix. Il va vraiment aider notre équipe. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois. Parce que sinon, au niveau du talent, de tout ce qu'il présente sur une patinoire, ça faisait aucun sens de le retrancher. Tu sais. Marty, on en a brièvement parlé. Là, Elliott Desnoyers fait partie des joueurs de la LHJMQ qui se sont mérités un poste. On retrouve aussi le one-two punch des Cataractes avec Bourgault et Bourque. Lucas Cormier, c'est pas une surprise. L'équipe Canada Junior, je pense que c'est un peu la faiblesse cette année des défenseurs. Là. Lui, je pense que ça allait de soi qu'il soit choisi. Là où est-ce que j'aimerais t'amener, c'est qu'il y a quand même juste 4 joueurs issus de la LHJMQ dans un pays qui comporte 3 ligues, énormément de joueurs qui proviennent de la WHL. Est-ce que c'est inquiétant de voir qu'il y a aussi peu de joueurs de la LHJMQ qui réussissent à percer la formation canadienne? Moi, je vais te le présenter autrement. Il y en a eu 8 qui ont été invités lors du camp. De mon souvenir, il faudrait que je retrouve au cours des dernières années, mais il y a eu des années qu'il y a eu pas mal moins de gars que ça. Puis, je veux dire, là, on va regarder dans les prochaines années, mais tu sais, souviens-toi, le dernier repêchage, il y a eu 4 choix de premier tour. Ça vaut toujours pour beaucoup. Oui, il y en a 2 qui n'ont pas été invités cette année, là, Zachary Bolduc et Zachary Lheureux. Mais ça va être partie remise. Eux, l'an prochain, ils vont se présenter, vont être des joueurs de 19 ans, vont avoir de bien meilleures chances d'être choisis par la suite. Non, je ne suis pas nécessairement inquiet. Là, je pense qu'il y a quand même de bons joueurs qui vont être lors de tout ça. Puis, le programme de hockey du Québec continue à se développer. Là, je pense que. Je ne veux pas lancer une polémique et dire que la Ligue du Québec est moins considérée par les dirigeants. Non, c'est pas l'intention non plus ici là, sur cette tribune. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que ça reste un constat. Il n'y en a seulement que 4 sur les 26. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que logiquement, tu regardes les décisions qui ont été prises, là, indépendamment du fait que c'est le joueur de la LHJMQ versus d'autres ligues. Je pense que ça allait de toi. Comme je t'ai dit, les 4 qui ont été retranchés, je pense que Joshua Roy, il partait de très loin. Il fallait vraiment qu'il arrive de quelque chose de... J'irais même jusqu'à dire, Marty, c'est un exploit qu'il a été invité. La saison qu'il a connue, déjà d'être invité, c'est quand même un choix de 5e tour à 18 ans. C'est déjà très, très bon qu'il se soit rendu jusque-là. Qu'il ne fasse plus le club, c'est vraiment pas la fin du monde. Exactement. C'est une belle récompense de simplement avoir été invité. Tu l'as super bien mentionné. Puis, tu sais, je vais aller dans le cas des autres. Là, William Dufault, comme je t'ai dit, je pense qu'il n'a peut-être pas eu un excellent camp. Je pense qu'il a montré peut-être des lacunes au niveau de son coup de patin.
comparativement à d'autres. Je pense que c'est un bon joueur quand même, mais comparativement aux autres, je pense que ça a été plus difficile. Après ça, Zachary Dean, ça m'a surpris, je vais être honnête avec toi, là, mais en même temps, j'avais vu l'argument suivant que je trouvais pertinent, il vient de revenir au jeu. Donc, est-ce que tu veux te lancer dans un tournoi aussi important avec quelqu'un qui tente de se remettre en forme? Tu le mentionnais avec Hendrix Lapierre, si le tournoi a lieu 2 semaines plus tard, est-ce que Zach Dean améliore ses chances? Potentiellement, tu sais. Surtout que c'est le genre de joueur qu'on aimerait sur le bottom six, un joueur qui travaille, un joueur qui est capable de contribuer sans nécessairement remplir le filet. Ça aurait pu être un bon fit, mais l'argument, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il revient au jeu. Puis c'est vrai que ça peut faire peur pour les dirigeants de l'équipe Canada Junior quand, à temps égal, tu as un autre joueur qui peut aussi bien faire le travail. Ouais, puis tu sais, et en plus, Zach Dean, moi, je l'ai vraiment aimé lors des 2 matchs. Justement, son intensité était bonne, il récupérait beaucoup de rondelles dans les coins, puis il a quand même créé quelques occasions avec les deux combinaisons sur lesquelles il a joué. Donc, moi, je trouvais ça vraiment... honnêtement, je pensais qu'il allait faire l'équipe, j'ai été surpris qu'il soit retranché, mais tu as raison, là, moi, j'avais pas pensé à ça, mais lorsque j'ai vu cet argument, je fais OK, ouais, ça fait peut-être un peu plus de sens, surtout que, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, tu as Louis Robitaille qui est entraîneur adjoint, sans dire que ça fait foi de tout. Disons que ça t'aide un peu plus parce que tu as quelqu'un qui est là pour toi, dans le fond. Marty, ça allait de soi, mais ça vaut quand même la peine qu'on le mentionne. C'est quand même un espoir des Canadiens de Montréal. Kaden Goulet, lui, a punché son ticket pour la classique hivernale. Sera un membre plus qu'important à cette brigade défensive. On l'a dit la semaine dernière, on s'attend à ce qu'il ait le C sur son chandail. Je pense que bien des partisans au Québec, surtout avec la saison de misère que connaît le Canadien, vont écouter grandement les performances de Kaden Goulet. Je te confirme que c'est le cas toutes les années, même que lorsque le Canadien joue super bien. Là, je pense qu'il va être encore une fois très surveillé. Écoute, je pense que c'est simplement une logique pour c'est simplement logique pour le titre de capitaine. En plus, je pense qu'il l'a même mentionné publiquement qu'il veut avoir cette lettre sur le chandail. Il veut avoir ces responsabilités-là. Il est prêt à en prendre. Je pense que c'est tout simplement logique. Il va avoir une très, très grosse mission à remplir, Kaden Goulet. Ça demeure tu sais, comme je l'ai mentionné, là, il y a simplement 3 joueurs qui reviennent de l'an dernier. Le seul défenseur du lot, c'est Kaden Goulet. C'est le joueur, justement, le leader de l'équipe. C'est un gars qui est quand même physique, c'est quelqu'un qui est bon défensivement. Et du niveau des défenseurs, il y a lui, il y a Owen Power, mais c'est pas pour rien qu'il y avait simplement 2 défenseurs qui ont été assurés de leur poste d'avance et que les autres ont dû se battre. C'est parce que c'est un peu plus difficile. Donc, je pense qu'on va en demander beaucoup à Power, mais surtout à Kaden Goulet. Puis ça va être intéressant. Tu sais, quand ça fait quelques mois que je le mentionne. C'est bon pour lui de vivre toutes ces expériences-là, d'avoir beaucoup de minutes, de prendre du leadership, d'avoir l'occasion de dominer offensivement, parce que même si le mondial junior, c'est intéressant, c'est quand même moins fort que la LNH, là. Il va pouvoir exploiter son talent, il va pouvoir montrer davantage qu'est-ce qu'il a travaillé au niveau offensif. Ça va être intéressant. Puis tu travailles dans des compétitions aussi où le niveau de compétition est très élevé, où tu dois te présenter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression, surtout lorsque tu joues dans l'Ouest canadien, là. Écoutez, Edmonton, j'ai déjà entendu l'expression, là, dans l'Ouest canadien, si tu faisais une course de chien avec des chandails de Hockey Canada, ce serait la folie furieuse, mais ça en dit long à quel point c'est une religion de suivre ça, que les gens là-bas vont mettre beaucoup de pression sur leur équipe. Il faut que tu sois capable de livrer. Donc, je pense que ça va tout simplement être bon pour lui. Marty, la semaine prochaine, on aura l'occasion de faire une émission spéciale World Junior, le championnat mondial junior. On fera le tour de plusieurs équipes, pas seulement le Canada, mais quand même, je pense que ça vaut la peine qu'on souligne quelques nouvelles qui sont tombées dans les derniers jours, dont celle-là qui est tombée pas plus tard que ce matin. Matvei Michkov sera aussi là pour la Russie, donc on aura la confrontation Bédard-Michkov. Ça va être intéressant à surveiller. Cependant, on a décidé de ne pas faire confiance à Miroshnichenko. Parle-moi de ces 2 dossiers-là. Est-ce que tu t'attendais à Michkov et est-ce que tu es surpris de Miroshnichenko? Oui, avant de répondre là-dessus, nouvelle de dernière minute, ça fait 2 minutes. Dans le fond, l'équipe canadienne junior s'entraîne présentement et on vient de dévoiler les trios. Tu sais, lorsque je te parlais de Connor Bedard, là, qui était peut-être un peu loin dans la liste alors que parce que c'est un joueur de 16 ans, tu vois, il s'entraîne comme 13e attaquant. Donc, je pense que ça en dit long sur ce que je disais, là.
Finalement, Greg, tu vois, j'étais dans le champ, il joue comme centre du troisième trio. Ah, tu vois, je ne l'ai pas destiné, mais j'étais pas mal sûr. Non, écoute, on l'a préféré. Finalement, visiblement, c'était lui qu'on préférait à Hendrix Lapierre. Mais bon, pour revenir à l'équipe nationale russe, Ivan Miroshnichenko, je ne suis pas nécessairement surpris. Là, ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas regardé. Je l'ai regardé beaucoup en début de saison, mais ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je ne l'ai pas regardé. Là. Les échos qu'on entend, c'est qu'il est quand même décevant. Il ne montre pas du très, très, très gros hockey et ça demeure un joueur de 17 ans. La Russie a tendance à vouloir amener souvent des joueurs de 19 ans à leur tournoi. Donc, dans le cas de Miroshnichenko, je ne suis pas énormément surpris. Là, tu pourrais me dire, ouais, mais Yurov a 17 ans, mais il a 18 parce que c'est un late dans le jargon. Tu sais. Donc, je pense que Yurov était peut-être un peu plus sexy à amener, si tu veux. Dans le cas de Matvei Michkov, ça va tout simplement être intéressant à suivre. Là, on va avoir la bonne vieille confrontation. Matvei Michkov contre, si Connor Bedard joue plus que comme 13e attaquant, on va avoir la bonne vieille comparaison entre les deux joueurs. Ça va être super intéressant, considérant en plus que Matvei Michkov risque d'avoir un rôle important. Je voyais des projections, on le voit sur le premier trio à l'aile. Donc, ça va être... Oui, parce que les Russes ont décidé de ne pas faire confiance aux joueurs qui évoluent en Amérique du Nord. On s'est privé un peu de talent du côté des Russes. Une décision un peu douteuse. Ouais, mais écoute, bonhomme allant, je te dirais, la Russie fait pas mal toujours ça. Là. Ils ont toujours tendance à inviter des joueurs qui jouent dans la KHL, mais des joueurs de 4e trio de 19 ans qui sont de gros bonhommes de 4e trio, mais de 4e trio, justement, qui ne sont pas nécessairement de gros espoirs. Et bizarrement, on laisse des joueurs de la Ligue canadienne de hockey ou de la NCAA de côté. Comme là, Daniel Gushin, moi, j'ai toujours adoré ce joueur-là. Il a une bonne saison dans la Ligue junior de l'Ontario. Matvei Petrov, c'est la même chose. Lui, c'est également en Ontario. Je peux te nommer. Puis là, je vais aller en défense. Parce qu'en attaque, c'est correct, il y a quelques joueurs. Puis je ne suis pas d'accord avec la décision de Daniel Gushin. C'est un joueur de 19 ans. Il a un coup de patin vraiment incroyable. Je pense qu'il aurait mérité une chance. Mais en défense, c'est encore plus incroyable. On a ignoré Daniil Chaika et Yann Kuznetsov, deux joueurs qui étaient au Mondial Junior l'an dernier. Même Kuznetsov, je te dirais, c'était le deuxième meilleur défenseur de l'équipe russe après Shakir Muhammadulin. Ça me surprend pas mal de ne pas... En fait, je dis que ça me surprend. C'est ça, exact. Je ne veux pas lancer de polémique, je ne veux pas avoir la théorie du complot, mais la Russie a souvent tendance à ignorer les joueurs qui font un pied de nez au programme russe, à la KHL et à toutes les ligues qui sont inférieures, qui aident à développer des joueurs de la KHL. Là. Mm-hmm. Bizarrement, on exclut souvent ces joueurs-là. Donc, tu sais, si Kuznetsov n'avait jamais joué au championnat mondial junior, je pourrais l'excuser davantage, mais non seulement c'est un gars qui jouait l'an dernier, mais il était bon. Là. C'était un des meilleurs défenseurs de la Russie. Mais bizarrement, il joue avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Donc. Exact, c'est ça. C'est sans partir de polémique. Ça risque que des fois, on sent que leurs décisions sont un peu politiques. Et c'est comme ça que ça fonctionne en Russie. Marty, j'aimerais ça aussi. Autre nouvelle. Celle-là m'a sincèrement brisé le cœur. Bon, Marty, tu le sais, l'année dernière, Thomas Bordeleau n'a pas pu participer au tournoi parce que son co-chambreur avait été déclaré positif. Notamment, ça s'est avéré un faux positif à la COVID. Eh bien là, on apprend que Thomas Bordeleau a contracté la COVID-19. Il ratera encore une fois cette année le tournoi. La malchance, ça chante sur lui. Ouais, ben écoute, honnêtement, c'est franchement décevant, puis c'est triste. Là, on avait déjà parlé de Xavier Simoneau qui avait été retranché du camp d'équipe Canada Junior l'an dernier parce qu'il a contracté la COVID. T'sais. André Tourigny l'avait mentionné, il dit, lui, il utilise toujours une bonne vieille expression, on l'a à TVA Sport, puis il utilise toujours l'expression la game est fair pour un joueur. Puis il avait dit dans le cas de Simoneau, elle n'est pas fair. Mais je pense que c'est la même chose dans le cas de Bordeleau. Écoute, ce qui ressort pas mal, c'est qu'il s'était taillé un poste l'an dernier. Puis là, en raison de son co-chambreur qui est atteint de la COVID, c'était même pas lui, mais en raison du protocole, tu ne l'invites pas et est retranché de l'équipe. Là, c'est lui-même qui a la COVID. C'est tellement, tellement décevant parce que c'est pas comme si le joueur ne méritait pas sa place. C'était taillé une place lors des deux occasions et les deux fois, il arrive quelque chose. J'ai pas le choix d'avoir une petite pensée pour Thomas Bordeleau.
Ça doit être excessivement difficile sur le moral. Il ne doit pas se sentir si bien que ça, là, c'est sûr et certain. J'ai pas le choix d'avoir de la sympathie pour lui. En même temps, ça va en dire long sur sa force de caractère. Est-ce qu'il va s'écraser parce qu'il est vraiment déçu de tout ça ou il va rebondir? Moi, j'ai tendance à penser que ça va être la deuxième option. Donc, on va surveiller ça, mais non, c'est vraiment, vraiment très décevant. Surtout de ce que je voyais selon les prévisions. On le voyait au centre du deuxième trio des Américains. Donc, non seulement il aurait joué, mais il aurait eu un rôle important. Dans les dernières semaines, on a eu l'occasion de recevoir sur cette tribune Joshua Roy. On a reçu aussi William Dufault. Les deux ont été invités pour la section d'équipe Canada Junior. L'invité cette semaine, je ne serais pas prêt à dire qu'il va recevoir une invitation en tant que joueur, mais peut-être un jour en tant qu'entraîneur. C'est l'entraîneur-chef des Saguenayens de Chicoutimi, Yannick Jean. Salut Yannick, merci beaucoup d'être avec nous au podcast La Relève, c'est bien apprécié. Plaisir. Yannick, ce n'est pas un secret pour personne, tu es un des entraîneurs les plus respectés de la LHJMQ. Tu as aussi atteint un plateau très important dans ta carrière récemment, le plateau des 1000 matchs. Je présume que ça te rend énormément fier. Ben oui, ça me rend fier. C'est certain que quand tu débutes dans ce métier-là, un objectif, c'est d'être capable là, de durer. C'est un choc lorsque tu arrives là. Ça prend beaucoup d'années, mais oui, c'est quelque chose quand tu te recules un petit peu puis tu analyses ça, de quoi tu peux être fier. Vous étiez quand même le 5e à atteindre ce plateau-là. Quand tu as débuté dans la LHJMQ, est-ce que tu disais qu'un jour, c'était un objectif pour toi d'atteindre le plateau des 1000 matchs ou c'est juste au fil des années, les années se sont enchaînées, se sont succédées, puis finalement, on est rendu là puis ça a passé super rapidement? Non, honnêtement, ce n'était pas nécessairement un objectif. Moi, je le vois comme un plateau, comme tu viens de mentionner. Ce n'est pas nécessairement là, quelque chose que tu dis, bon, ben, un jour, je veux être le premier à atteindre tel plateau ou peu importe. Tu ne le fais pas pour les records, tu le fais pour le quotidien, tu le fais pour le plaisir que tu as à venir au bureau à tous les jours. Puis, tu sais, j'ai souvent dit, lorsque j'atteignais d'autres plateaux au préalable, tu dis, bon, ben, c'est vraiment une fois ta carrière terminée que tu peux dire, bon, ben, tu peux analyser ça, puis te rendre compte vraiment que tu étais là longtemps ou tu as réussi là, à perdurer. Yannick, il n'y a pas juste la victoire qui compte dans la LHJMQ, il y a aussi le développement des joueurs qui est une grande partie des entraîneurs. C'est quoi le secret pour pouvoir rester aussi longtemps dans une ligue de développement comme ça? Tu peux pas... l'objectif ultime ne peut pas être la victoire et la défaite. On parle de processus, on parle de développement de l'individu. On veut s'assurer que les joueurs qui jouent pour nous, lorsqu'ils nous quittent, lorsqu'ils terminent dans notre programme après 3, 4, 5 ans, tu veux que ce soit de meilleurs individus, des gens qui vont faire avancer notre société. Puis, le plan A doit être l'école. Tu ne peux pas tout faire en fonction qu'il y ait 1, 2 joueurs qui arrivent à atteindre les rangs professionnels. Et on a beaucoup de plus de joueurs qui vont se diriger dans les rangs universitaires, qui vont être un jour, comme j'ai dit, des acquis pour notre société, des atouts. Tu veux t'assurer du bien-être et du développement de l'individu à prime abord. Puis je pense que si tu es capable de faire ça, d'insister sur le processus, tu fais le développement de la bonne manière, ben veux ou veux pas, tu vas avoir du succès sur la patinoire également. Moi, Yannick, je veux te ramener au début de ta carrière d'entraîneur-chef, dans tes premiers matchs. Si je ne me trompe pas, ça s'est passé d'une façon un peu imprévisible, si on veut. Là. René Matt avait été congédié à l'époque avec les Saguenayens. Tu avais obtenu 6 matchs environ, puis Richard Martel t'avait remplacé. Explique-moi donc un peu comment ça s'est passé pour un jeune. Je me souviens que tu avais environ une trentaine d'années. Comment ça s'est passé dans ce temps-là? Oui, tu as raison. Puis j'ai jamais vraiment repensé à ça, mais la semaine passée, là, je jasais avec mes coachs, puis je leur racontais l'histoire, comment ça avait commencé. René Matt s'était fait montrer la sortie là, lors d'une rencontre ici à Chicoutimi contre Bécomo. Il y avait une bagarre générale en 3e période. Puis j'avais été l'entraîneur lors des 6 matchs par la suite. On avait
plein de blessés, on avait plein de joueurs qui étaient suspendus également. Maxime Boisclair avait eu une quinzaine de matchs de suspension. Puis, ça n'avait pas nécessairement été une situation facile. Mon premier match à Moncton, je pense qu'on avait perdu 8-1 ou 8-2. On jouait 3 matchs en 3 jours, 6-0 le lendemain à Bathurst. Et finalement, on avait perdu 4-2 contre Crosby à Rimouski sur un 3-3. C'était pas nécessairement une situation idéale pour faire son entrée. Mais je savais que je n'étais pas là pour prendre la place à temps plein. Je savais qu'il y a quelqu'un qui arriverait là, après quelques semaines. Donc, j'étais là seulement par intérim en attendant. Puis, ça m'a fait rire un petit peu l'autre jour lorsque j'ai repensé à ça. Ouais, je peux comprendre. Les 6 matchs, est-ce que ça a pu te préparer plus tard lorsque tu as obtenu un travail d'entraîneur-chef, mais à temps plein, je ne me trompe pas, c'était à la ville du Prince-Édouard au départ. Là. Est-ce que ça t'a mieux préparé ce court laps de temps-là? Mais préparer, pas nécessairement pour les matchs, mais préparer la durée que j'ai eu à diriger l'équipe. Les pratiques, le quotidien au jour le jour. Je pense que ces 3 semaines-là où est-ce qu'on n'avait pas d'entraîneur-chef, lorsque j'ai dû justement gérer l'équipe, puis c'était pas nécessairement une situation facile. Ça m'a vraiment aidé pour le futur, sans aucun doute. Yannick, tu viens de nous dire là, à tes débuts, 6-0, 4-2 contre Crosby. Est-ce que tu as une mémoire à ce point-là phénoménale de te souvenir de tous ces matchs-là au fil de ta carrière? T'es-tu à ce point-là capable de repérer dans le temps qu'est-ce qui s'est passé à chaque rencontre? Oui, pas mal. Les bons comme les mauvais, honnêtement. Là, c'est certain que sur le lot, on en oublie plusieurs, là, mais victoire, défaite, tel ou tel match sur les 1000, là, j'en manquerais pas nécessairement beaucoup. Je dirais même que les joueurs de hockey ont une capacité phénoménale à se souvenir même de tous leurs buts. Je suis sûr, Yannick, que tu te souviens d'une bonne partie de tes buts quand tu jouais junior majeur et un peu partout dans ta carrière. Ça me fascine. 15-20 ans après, si tu te souviens quel joueur est arrivé en arrière, puis qui était à qui on fait la passe avant le but. Là, c'est assez phénoménal. Heureusement, je ne l'ai pas compté beaucoup. Fait que oui, je m'en souviens. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'à TVA Sport, on a un collègue qui s'appelle. On a Éric Fichaud qui a été ton ancien coéquipier, puis c'est un peu ça. Encore, il a eu une belle carrière dans la LNH, mais il nous raconte encore plein d'histoires. Puis ton nom revient de temps en temps dans le bureau, je te confirme. Il est capable. C'est un bon compteur. C'est intéressant justement parce que Éric avait un mot pour toi, Yannick. On l'écoute. Johnny, ton ancien revient. Je veux te féliciter pour 1000 matchs derrière le banc. C'est vraiment impressionnant comme accomplissement. Et en plus que tu es en mesure de le faire derrière le banc des Sags, ben, ça rend ça encore plus spécial. Là, toi, où a commencé pour toi. C'est toujours drôle quand ton ancien coéquipier devient entraîneur. Bon, ça te fait vieillir naturellement, mais pour le vrai, de t'avoir vu à l'œuvre avec les Sags, entre autres, de voir ton professionnalisme, comment tu es préparé, ça m'avait vraiment impressionné. Puis, je suis super content pour toi. C'est pleinement mérité. Je te souhaite la coupe, Johnny, puis all the best. Salut, mon chum. Bye. Wow. Ça fait quoi, ça, Yannick, d'avoir ce sentiment-là de respect de la part de ces anciens joueurs? Parce qu'on le sent, tu sais, ils sont fiers de toi. Ils ont évolué sous tes ordres, mais ils se rappellent encore de toi comme entraîneur. Ça fait quoi, ça, cette fierté-là auprès de tes anciens joueurs? Ben, il y a 2 types. Tu as vraiment les gens avec qui tu as joué. Tu sais, des gars comme Fitch, surtout l'année qu'on a gagné en 94, les joueurs étaient tellement proches, puis on est resté proche de plusieurs de ceux-ci. On se voit souvent, que ce soit l'été, même moi. Il y en a un qui est resté, le Jérôme Boivin est resté le parrain de ma fille. Tu sais, on a tissé des liens extrêmement serrés avec ces anciens-là, puis c'est tellement le fun de les revoir. D'un autre côté, tu as tes anciens joueurs à toi, qui reviennent au bercail souvent, qui t'envoient un texto, qui lâchent un coup de fil pour te féliciter ou peu importe. Honnêtement, ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que tu as pu changer le cheminement, aider au cheminement des joueurs. C'est pour ça qu'on fait ce travail-là, pour qu'ils puissent réussir au bout de la ligne, que peu importe, comme je l'ai dit plus tôt, peu importe dans quel chemin ils se dirigent, puis de savoir que ces personnes-là sont reconnaissantes.
Je pense que ça fait vraiment chaud au cœur. Autant justement que les anciens, comme on voit avec Fitch, là, qui se rappellent de toi et qui ne t'oublient pas. Là. Honnêtement, c'est un monde du hockey, c'est un petit monde, puis c'est le fun d'avoir des bons contacts et des bonnes relations dans ce monde-là. Yannick, parlant de tes anciens joueurs, il y en a un qui a fait jaser beaucoup cette année parce qu'il a commencé l'année dans la Ligue nationale de hockey. Il a été invité au camp d'équipe Canada Junior. Malheureusement, Hendrik Lapierre a été retranché. Peut-être nous parler un peu du joueur que tu as coaché 2 ans et puis as-tu été surpris de le voir débuter la saison dans la Ligue nationale de hockey? Ben, est-ce que j'ai été surpris? Oui et non. Je n'ai pas été surpris par rapport à son potentiel. Je n'ai pas été surpris par rapport à ses qualités de joueur de hockey. Ce qu'il peut faire sur une glace, c'est vraiment exceptionnel. D'un autre côté, ce que j'ai été surpris, c'est le fait que Hendrix n'a pas joué beaucoup de hockey depuis le début de sa carrière junior, de le voir commencer dans la Ligue nationale. À 16 ans, il était blessé, a manqué une couple de mois. À 17 ans, il a manqué la quasi-totalité de l'année. L'an passé, une année COVID, il a joué peut-être même pas une vingtaine de matchs parce qu'il était en quarantaine, soit avec l'équipe Canada, à son retour de la Ligue nationale. On dirait qu'il n'a jamais été capable d'aller chercher un certain momentum. Donc, oui, j'ai été de ce côté-là peut-être un peu surpris qu'il ne retourne pas plus vite chez les juniors pour jouer le plus de matchs possible. En même temps, j'imagine sans dire long sur son intelligence à patinoire. Comme tu as dit, il n'a jamais pu prendre de momentum, jamais pu enchaîner de matchs pour trouver un rythme. J'imagine sans dire long sur la capacité d'adaptation d'Hendrix aussi. Oui, mais tu sais, c'est un jeune qui est tellement attachant. Tout le monde le veut alentour. Il est, comment je peux dire ça? Il a toujours le sourire. Il est content, peu importe où il est content. Comme j'ai dit, c'est un jeune qui est attachant. C'est un jeune avec qui c'est vraiment le fun là, de travailler. Yannick, je trouve que ces deux joueurs-là vont toujours un peu de pair. On entend toujours parler d'Hendrix Lapierre. Dawson Mercer n'est jamais bien loin. Tu as eu aussi la chance de le diriger. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de Dawson Mercer. Comment il est comme personne puis comment il est sur la patinoire et à quel point il se débrouille bien avec les Devils depuis le début de la saison. Ben, premièrement, il n'y a pas personne qui a côtoyé Dawson dans le passé qui est surpris des succès qu'il a. On en parle. Souvent, on regarde les faits saillants là, dans la chambre avec les joueurs à Sport 30 ou peu importe là, à TVA Sport, dans toutes la Sport à tous les canaux de sport qui jouent dans la chambre. On arrive, puis il y a des highlights de Mercer. Donc, les gars, ils ne sont pas surpris de ça parce qu'ils l'ont vu faire des bonnes choses dans le passé. Ils sont pas surpris de sa capacité d'adaptation. Ils ne sont pas surpris non plus de sa qualité d'individu. C'est un jeune qui, un peu comme Lapierre, on disait tantôt, qui est tellement attachant aussi. Tu veux que ce genre de personnes-là soient alentour de toi. Tu veux que ce genre de personnes-là soient attachées à ton organisation. Puis, il a passé la moitié de sa carrière à Drummondville, la moitié de sa carrière ici. Puis nous, on est vraiment contents d'avoir eu le privilège d'avoir Mercer dans notre organisation. On entend beaucoup parler depuis le début de la saison, avec raison, de Joshua Roy, de Xavier Simoneau, de Xavier Bourgault. Mais au moment où on se parle, le meilleur pointeur de la LHJMQ, c'est Félix Lafrance. Qu'est-ce qui explique les succès de Félix avec les Saguenayens? Hey, mon Dieu, qu'est-ce qui l'explique? C'est sa constance, premièrement. On est allé chercher Félix l'an passé au Cap-Breton dans l'espoir justement de pouvoir aller le plus loin possible. Il s'est blessé. Il a joué seulement 4 matchs avec nous. Il sortait de 3 quarantaines consécutives. Donc, on voyait qu'il allait reprendre son air d'aller lors des 2 derniers matchs. Puis, malheureusement, il s'est blessé. C'est une blessure qui a mis fin à sa saison. Je pense qu'il voulait prouver des choses. Il est arrivé ici au camp d'entraînement. Puis tu voyais, peu importe le match, c'était le meilleur joueur sur la glace, peu importe contre quelle équipe qu'on jouait.
Puis, il n'avait pas commencé l'année, étant donné qu'on avait 3 autres 20 ans. Félix nous avait demandé d'être transigé. Finalement, bon, on l'a réinséré dans l'alignement. Puis, le reste, c'est de l'histoire. Mais sa constance au jeu, son hockey sense, son expérience, il ne panique jamais, que ce soit avec, sans la rondelle, dans des situations corsées. Je pense que ça fait en sorte qu'il y a vraiment, vraiment du succès. Un succès incroyable, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont dire inespéré, sauf qu'on savait ce que lui pouvait faire sur la glace l'année passée. Quand on est allé le chercher, malheureusement, il n'a pas été en mesure de le faire à ce moment-là. Écoute, moi, Yannick, puis Félix Lafrance est vraiment écœurant. J'ai eu l'occasion de voir un de ses matchs contre le Cap-Breton. Je pense que c'était à Chicoutimi. Il avait été extraordinaire. Mais moi, je vais me concentrer sur un joueur dont les gens parlent peut-être un peu moins. Il est admissible au prochain repêchage. Et moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a un beau potentiel, malgré le fait que, même s'il a 17 ans, c'est sa première saison dans la LHJMQ. J'aimerais ça que tu me parles d'Alex Blais. Comment tu le trouves un peu comme joueur derrière le banc, sur une patinoire? Comment tu le trouves? Mais, tu sais, il y a un sens du jeu qui lui sort par les oreilles. Il voit tout sur la glace. Il y a des habiletés qui vont avec ça également. C'est pas le plus. Il a pris beaucoup en grandeur dans la dernière année. Il n'est pas rendu à maturité physique encore. Puis c'est vraiment impressionnant le point où est-ce qu'il est parti l'année passée du point A, aller aujourd'hui au point B. Honnêtement, tout le monde est tombé un petit peu en bas de sa chaise. Et tu sais, quand tu as du hockey dans toi, quand tu as des habiletés comme ça, un sens du jeu comme ça, veux ou veux pas, si tu mets le sérieux, si tu y travailles, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Je pense que Alex a compris après pas plus qu'un mois de camp d'entraînement qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Il le fait honnêtement sur une base quotidienne depuis ce temps-là. Puis, il n'a pas cessé de progresser. C'est un jeune que je suis convaincu va avoir une chance dans un niveau supérieur. Il va être très, très dominant au niveau junior, là, rendu à 19 ans. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Puis, il va certainement là, avoir une très, très bonne chance là, d'être repêché au prochain repêchage. Tu parles de progression, tu sais, puis comme je disais, c'est sa première saison dans la LHJMQ. Il était dans le midget 3 la saison dernière. Penses-tu justement que le fait qu'il tente encore de s'acclimater à la LHJMQ, ça peut faire en sorte qu'il va... on parle de progression, là, ça va être encore plus vertigineux parce qu'il va maîtriser des détails, tu sais. Tu sais, oui, mais la chose qui va faire en sorte qu'il va atteindre son plafond encore... Ben, pas son plafond, mais qui va atteindre des limites encore plus hautes, c'est le fait qu'il va prendre de la masse, qu'il va grossir physiquement. Honnêtement, ça va être une transformation incroyable. Tu sais, c'est la seule chose pour l'instant qui lui manque un peu de force physique pour sa game elle devienne à un niveau élite. Il est capable d'aller chercher un haut temps de glace, un gros temps de glace depuis le début de la saison. Sauf que lorsqu'il va être capable, justement, parce que ses jambes vont être plus fortes, parce que son corps va être plus fort, lorsque son haut de corps va être plus fort, il va être capable de jouer des minutes, là, on parle en haut de 20 minutes sur une base quotidienne dans notre ligue. Puis ça va faire en sorte qu'il va être encore meilleur. Yannick, on s'apprête à te laisser aller, mais peut-être un petit commentaire sur à quel point c'est une semaine complètement folle quand les transactions s'ouvrent dans la LHJMQ pour un coach, un DG, alors qu'il reste encore des matchs à jouer, qu'il y a le Challenge Midget 3A. Parle-nous à quel point ça n'a pas de sens cette semaine-là pour un coach DG. C'est une grosse semaine. On en parlait un matin, puis on mettait des choses sur le tableau qu'on avait à faire avant mercredi. L'équipe va quitter vendredi matin pour 2 jours sur la route. Nous, de notre côté, on se doit de pratiquer. Puis moi, versus mon rôle, je vais m'en aller là, faire du dépistage au tournoi là, à la baie. Donc, c'est une semaine un peu folle. C'est de 8 h le matin aller jusqu'à 10-11 h le soir. Puis ça n'arrête pas. Nos dépisteurs qui sont en ville également. On a des rencontres dans les temps libres avec nos dépisteurs. Donc, ça va être, comme tu l'as dit, une semaine un peu folle. Tournoi dans lequel on va se croiser, Yannick. Ah, définitivement, oui, on va être là.
L'avantage, c'est que Chicoutimi à la baie, tu n'auras pas beaucoup de routes à faire au moins. moi j'en ai plus. Pour moi, non, mais sauf que le travail continue au bureau dans ce temps-là. Yannick, merci beaucoup de ton passage au podcast Le Relais. Félicitations encore pour tes 1000 matchs. Je te souhaite, je pense qu'on te souhaite tous, de peut-être un jour rejoindre Richard Martel au sommet de la liste. En attendant, bonne chance au Saguenay puis bonne chance dans la suite des choses. Merci à vous autres. Merci beaucoup, Yannick. Au revoir. Quel coach sympathique. Hein? Ah, tu le vois, puis c'est drôle que tu disais ça, que ça prend un passionné, parce qu'il est passionné. Honnêtement, c'est pas tout le monde qui serait capable d'occuper le chapeau de DG et d'entraîneur-chef et d'être capable de joindre tout ça. Il y en a quelques-uns quand même à travers la Ligue, là. Mais moi, je lui lève mon chapeau de le faire sur une aussi longue période, avec autant de succès, puis aussi grandement respecté de la plupart de ses joueurs. Moi, j'adore cet homme, Yannick Jean. Hey, puis je vais vous dire, les gars, moi, je les côtoie beaucoup, les entraîneurs, les joueurs, puis les coachs dans la LHMQ, on ne se le cachera pas, là, ils ne font pas 4 millions par année, mais ils ont des horaires de psychopathes. Je vous dis, ils se lèvent le matin, ils sont à l'aréna à 6 h le matin, puis ça, c'est les jours de match. Puis le jour de match, ils finissent à 10 h, 10 h 30 le match, puis le soir, ils sont encore en train de prendre des notes. Puis la plupart des coachs, c'est comme ça, je vous dis, là, suivre l'horaire d'un coach, même LHGMQ, ça n'a aucun sens. Une chance, ils ne sont pas syndiqués parce qu'ils pigeraient dans l'overtime puis pas à peu près. Là. Je veux dire, c'est complètement fou, là, leur horaire. Ben, tu sais, c'est même Patrick Roy, je pense que tu mentionnais, on le sait, Patrick Roy, on n'a même pas besoin de parler de sa carrière, là, puis des millions de dollars qu'il a pu faire. Puis malgré tout, tu me racontais, je pense à un moment donné, c'est à Drummondville, je ne me trompe pas. Ouais, je peux la raconter, l'anecdote, si tu veux. C'est que l'année passée, je suis en série, puis moi, de façon générale, quand je couvre des matchs, je suis à peu près, je suis régulièrement le dernier à sortir des arénas parce que j'ai du travail à faire après les matchs. Et une fois, je sors, il ne reste plus personne dans l'aréna. J'ai mes trucs sur le dos. Puis là, il reste une voiture dans le stationnement. Elle est identifiée au rempart de Québec. Puis ça, on parle de presque 2 heures, 2 heures et demie après le match. Puis la dernière personne qui est sortie en arrière de moi est sortie comme 5 minutes après. Là, j'avais à peine eu le temps de mettre les clés dans le contact. C'était Patrick Roy. Puis ça m'avait fasciné, cette histoire-là, parce que je me disais, c'est quand même fou, parce que Patrick, il a tout gagné dans sa carrière. C'est une des plus grandes légendes de son sport, une des plus grandes légendes du sport en général au Canada, au Québec. Puis il est encore en train de faire le Rod Arena pour un match de série à Drummondville un mercredi soir, puis il est encore en train de... Pour lui, c'était la chose la plus importante au monde. Alors, ça me fascinait qu'une légende comme ça, comme Patrick, ça en dit long. Ça explique pourquoi ce qu'il a gagné à peu près partout sorte encore le dernier d'un arena. J'avais parlé de cette anecdote-là, Martin, parce que ça m'avait fasciné de voir une légende comme ça, encore la pédale au plancher. Comme tu dis, c'est là que tu vois à quel point, c'est là que tu vois la raison pour laquelle Patrick Roy, qui est quand même un choix de 3e tour de Granby là, à l'époque, dans les années 80, a fini par avoir la carrière qu'il a eue et j'ai même pas besoin de mentionner tout ce qu'il a gagné, mais c'est là que tu vois à quel point ça prend du travail et de la persévérance pour être capable de réussir au point que Patrick Roy le fait. Et il le fait encore comme entraîneur-chef. Exact. Il pourrait très bien aller jusqu'au bout avec les remparts encore cette année. Alex, on a eu l'occasion d'en parler plus tôt dans l'émission, mais je serais quand même curieux d'entendre ton opinion. Bon, évidemment, l'équipe Canada Junior a dévoilé sa liste. Plusieurs joueurs y ont participé. Quelques joueurs de la LHMQ est parvenu à faire la cote finale. Ça n'a malheureusement pas été le cas de certains autres. On a déjà abordé un petit peu le cas Hendrix Lapierre, moins marqué plus tôt, mais je serais curieux de t'entendre sur toi, ton opinion, que ce soit Lapierre, que ce soit Roy. Qu'est-ce que tu penses de façon générale des coupures chez l'équipe Canada Junior pour les joueurs de la LHJMQ, bien évidemment? Moi, je ne suis pas un dépisteur et je n'ai vraiment pas les connaissances des gars d'Hockey Canada. Cela dit, je pensais que Joshua Roy aurait eu une bonne chance parce que je pense qu'il a eu un bon camp d'entraînement. Je pense que ça l'a bien été. Il a joué avec Connor Bedard, si je ne me trompe pas, et ça avait quand même bien été.
à ce moment-là, moi, j'ai commencé à me dire qu'il avait potentiellement des chances. La grande surprise de cette équipe-là, je pense, c'est Elliott Desnoyers. Puis il continue de faire mentir. Puis c'est drôle parce qu'on en a parlé les 2 dernières semaines et on va continuer d'en parler encore parce que Desnoyers s'est taillé un poste avec l'équipe Canada Junior et je suis content pour ce petit gars-là. Puis pour ce qui est des coupeurs, je pense qu'il n'y a pas trop de choses surprenantes. Les gars qui ont fait l'équipe également, c'est pas mal les gars lesquels on s'attendait, sauf peut-être Hendrick Lapierre parce qu'on se disait, bon, il a commencé l'année dans la Ligue nationale. Le duo Xavier Bourgault, Maverick Bourque, on en avait parlé. On se disait que Bourque, il y avait de très bonnes chances. Puis Bourgault, le 1-2 punch avec Bourque, ça lui a peut-être pas nuit non plus. Cormier, il va être un des bons défenseurs de cette équipe-là quand même, là, même si c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de talent. On en a parlé dans le passé. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, mis à part Hendrick Lapierre et à l'inverse, Elliott Desnoyers qui a fait l'équipe. Mais quand même, je suis sûr que les gars ont apprécié leur expérience. Un gars comme William Dufault, auquel vous avez parlé la semaine passée, je suis convaincu qu'il a apprécié son expérience aussi. Je jouais avec Connor Bedard lors du 2e match. William Dufour jouait avec Connor Bedard. C'est pas désagréable non plus. Là. En plus, il a marqué sur une passe de Connor Bedard. C'est pas mauvais. Oui, exact. Et tu sais, c'est un tournoi de 19 ans aussi. Il ne faut pas oublier ça là, pour les joueurs un peu plus jeunes. Alors, tu sais, c'est rare, là, justement, les Connor Bedard à 16 ans qui font le club. Ça, c'est beaucoup plus rare. Là. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de surprises pour résumer la situation. Une surprise décevante et une surprise agréable du côté de Desnoyers. Notamment. Merci, Alex, pour ton input là, sur la situation. Merci aussi à Yannick Jean d'avoir été de passage, là, comme je le disais un peu plus tôt, avec nous. Nous, Marty, on se retrouve la semaine prochaine où est-ce qu'on va probablement faire un spécial équipe Canada Junior. Là. Le tournoi va être sur le point de débuter. Je dirais même qu'on va faire un spécial championnat mondial de hockey junior. On va pas seulement parler du Canada, on va parler des autres formations. Et tu sais, on va prendre une petite pause sur nos analyses des espoirs du repêchage 2022, mais il y en a quand même beaucoup qui reviennent dans certains matchs. Je peux te nommer David Jiricek, Simon Nemec, par exemple. Donc, ça va nous donner une petite occasion, peut-être pas en profondeur comme on le fait habituellement, mais on va quand même être capable de toucher un petit peu aux autres espoirs. Là, est-ce que vous allez parler du but de Ivan qui va représenter son pays, qui en a marqué un papier sur Twitter, c'était écœurant, le double type dans les airs. Là. Wow, ouais, ça va être un début de l'année. Lui et Mannix Landry vont se faire compétition en ce moment. Et il va être au championnat du monde de hockey junior, Ivan. Une très bonne saison Cap-Breton, d'ailleurs. J'ai vu 2 matchs des Eagles cette année. Là. C'est clairement leur meilleur joueur. Est-ce que ça va donner une histoire à la Yegor Sokolov? Il y a des airs de Sokolov un peu sur la glace. Mais c'est un gros bonhomme qui protège bien la rondelle, qui est capable de partir de l'extérieur, du côté de la bande et de foncer au filet. Là. Il n'y a pas de mauvaise habitude là-dessus. Honnêtement, il va être à surveiller, je pense, pour la fin de la saison. Là. Exact. Merci encore une fois, Alex, de ton passage. Pour ce qui est de Marty, on se reparle la semaine prochaine. Et vous à la maison, on se souhaite de passer une belle semaine. Encore une fois, merci d'être avec nous, de nous suivre. Suivez-nous sur notre page Twitter, YouTube, Facebook, podcast La Relève. En mon nom personnel et en celui de mes collègues, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Ciao. Bye.